Qu'est-ce qui vous fascine le plus? Le passé ou le futur? Ah, les deux. Les deux, moi j'adore l'idée de comprendre d'où on vient, donc de connaître le passé, et quelles que soient d'ailleurs les origines de ce passé. Et puis le futur, parce que ne pas savoir ce qui va se passer peut être assez fascinant aussi. Bonsoir Sonia. Thibaut, enchanté. Enchanté. Je suis très content de commencer l'émission ici, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Jacques Chirac. Pourquoi ici? Parce que c'est un musée qui me fascine. C'est Ouais. un musée qui est constamment en mutation. C'est un musée aussi qui met en avant les arts premiers et c'est plutôt rare que d'avoir cette diversité en fait à proximité de nous. Moi, j'habite pas très loin en plus, donc j'y viens très souvent. Ouais, c'est le grand musée français de l'ethnographie. Exactement. Ah, et on est dans l'exposition Amazonia, Oui. qui fait parler d'elle, Mhm. qui rassemble la culture et les arts amazoniens modernes et anciens. Oui. Vous êtes une artiste, vous? Alors, dans l'âme, certainement, mais j'ai pas encore montré toute ma création. Alors, je ne sais pas, parce que je suis réalisatrice. Oui. C'est une façon aussi de montrer sa création, hein, finalement. Parce que j'ai lu que vous disiez à votre maman, Oui. j'ai entendu peut-être, parce que j'ai écouté des interviews de vous, vous disiez à votre maman, juste avant de passer le bac, que vous vouliez plutôt être artiste et elle voulait plutôt que vous soyez médecin ou scientifique ou que sais-je. Oui, ma mère avait à cœur que je fasse des études longues. D'accord. et de m'assurer une vie confortable, pérenne, sans heurts, sans troubles. Et j'ai choisi tout l'inverse. Je suis devenue artiste. Je suis devenue. Ah, donc vous voyez que vous êtes devenue artiste. Bah, je dis artiste, oui, parce que comédienne, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Vous avez vu ça? Oui, ouais, non, c'est magnifique. Une coiffe crocrocti. Peuple Lemengokre Kayapo. C'est pas facile à dire. État du Mato Grosso ou du Pará au Brésil. Ouais, c'est magnifique. Mais ce qui est fou dans cette exposition, c'est que je crois qu'on y voit de l'art ancestral, Exact. mais aussi de l'art contemporain. Oui. Pour montrer que finalement la Amazonie ne se réduit pas simplement à sa forêt, mais aussi à sa culture très diverse, je crois. Ils sont plus de 300, je crois, ethnies et peuples d'Amazonie. Et du coup, c'est... Et qui continue à créer finalement et à s'intégrer et à aussi un art contemporain, finalement, pas uniquement un art ancien, qui n'évoluerait pas. Oui. Non, c'est magnifique. Hein. Et moi, je passe beaucoup de temps en Martinique puisque je tourne une série qui s'appelle Tropique criminel là-bas. Ouais. Et cette année, j'ai eu la chance de découvrir l'art arawak. Donc c'est un des premiers peuples martiniquais, avant les Caribes, qui les ont exterminés quand même. Et cet art a été retrouvé dans des... je sais même plus trop où, je crois, vers le Club Med, oui, en Martinique. Et ils ont retrouvé tout un village, dans des fouilles. Ouais. Ils ont retrouvé tout un village. Et ah oui, là, on parle plus des peuples, quoi. Et là, on parle des corps, des peintures sur les corps de ces hommes et femmes. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et les enfants aussi, c'est drôle. Non, je vous demandais si vous étiez une artiste. Est-ce que artiste est une profession ou c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on a besoin d'exprimer? Est-ce qu'on peut être artiste sans sensibilité, sans quelque chose un peu super? Je pense que ça naît quand même d'une passion, ou une appétence en tout cas pour les arts ou la créativité, la création, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai toujours été très curieuse des arts, de l'histoire, de ce qui m'entourait, parce que voilà, je suis née en Afrique, mais d'une culture qui a été, disons, réécrite. L'histoire du peuple rwandais a été complètement réécrite, déjà par la colonisation et puis après par les négationnistes qui ont nié une partie de leur population, qui étaient les Tutsis, et qui a conduit au génocide en 1994. Donc à cette idée d'éradiquer une partie de la population et donc forcément de son histoire aussi. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours habité, cette quête de savoir d'où je venais, aussi bien d'Afrique que
qu'en France aussi d'ailleurs, parce qu'en France, quand je suis arrivée dans les années 90, une première fois en 90, une autre fois en 94, je découvrais ma culture française, mais de façon assez brutale, pas heureuse. Ah ouais, ouais. On va y venir alors. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même fou de traverser l'histoire de l'Amazonie. C'est quand même précieux d'avoir des musées comme ceux-là. Hein. Est-ce que vous avez une sensibilité exacerbée ou pas? Parce ouais. qu'on voit les gens, on voit les gens connus, on les imagine, et même pas forcément connus d'ailleurs, nos collègues de boulot, mais on ne sait pas ce qu'ils sont vraiment dans le privé. Est-ce que vous avez une... Oui, je peux dire que j'ai vraiment une hypersensibilité même aux choses, aux événements, aux gens. Enfin, j'ai extrêmement... Enfin, je pense que... ça se caractérise comment? Je sais pas, j'ai une empathie mais immédiate pour les gens, alors selon leur degré de douleur ou par exemple. C'est-à-dire que si quelqu'un souffre, vous souffrez avec lui? Ah bah complètement. Et c'est un problème dans ma vie parce que je me soulage jamais l'esprit. Enfin, vous imaginez, vous êtes tout le temps dans les tourments, quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de prendre du recul. Je consulte pas mal aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. Depuis longtemps? Mais moi, je fais partie des gens qui disent aussi bien que je fais attention à mon corps en allant à la salle de sport, je fais attention à mon esprit en allant chez le psy. Voilà. Et ça marche? Bah oui, ça marche. Ouais. Non, ça marche. Il faut trouver la bonne personne avec qui dialoguer, mais ça marche. Et d'ailleurs, je pense que les sociétés qui vont bien sont celles qui s'expriment le plus par leur créativité, comme on peut le voir ici aussi. D'ailleurs, je reviens au peuple amérindien, bien sûr, mais les peuples amérindiens, certes, ont connu des grandes civilisations très sanglantes, hein, mais sont connus aussi pour leur sagesse. Et ça passe aussi à travers les arts. Hein. Ouais. C'est impressionnant. C'est magnifique. Waouh. Non mais regardez ça. Des totems. La peinture et la sculpture, vous avez jamais fait? Si. Ah si? Si, ouais. C'est pas vrai? Pas la sculpture, mais la peinture. Non. Ouais. Et vous avez exposé déjà? Non, jamais. Non, vous avez pas une petite photo? C'est que pour moi. Ah non, on veut voir. Non, c'est que pour moi. Et alors cette année, j'ai vraiment une lubie, c'est de dessiner des tout petits personnages comme ça, ça n'a aucun sens, hein, mais je crois qu'il y a un truc très monomaniaque. Je dessine plein de petits personnages qui à un moment donnent l'impression d'une assemblée ou d'une réunion ou de je sais pas quoi. Enfin, faudrait que j'en parle à mon psy. Oui, j'ai un papier, je vais trouver un crayon et vous allez me montrer ces petits personnages tout à l'heure. Je ferai ça dans la voiture. Ah ouais, carrément. Et vous avez fait quoi donc? Cinéma, actrice? Oui, actrice. Très largement. Vous avez chanté aussi? Ouais, hélas, j'ai chanté dans un projet quand j'étais Miss France. Hélas. Oui, hélas, parce que c'était pas vraiment le projet musical auquel je voulais laisser une empreinte, sur lequel je voulais laisser une empreinte. Mais c'est un projet qu'on a fait quand j'étais Miss France pour récolter de l'argent pour une association. C'est bien ça. Ouais, sauf que la DA était vraiment minable. C'est-à-dire que la couverture de la pochette, c'était moi avec ma robe de Miss France et derrière il y avait la savane. Alors je sais pas si vous voyez, mais il faut pouvoir l'assumer, quoi. C'est marrant. Et à l'époque, vous n'aviez pas senti qu'il fallait dire, vous ne pouviez pas dire non. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Bah, je rappelle quand même que je suis devenue Miss France à l'âge de 18 ans. Ouais, c'est ça. Et qu'en plus, j'arrivais dans un univers que je connaissais que très peu, depuis que 3 mois seulement. Et honnêtement, je ne savais pas si j'avais le droit de dire oui ou non. Et puis l'idée n'était pas si mal finalement que de récolter de l'argent, mais c'est vrai qu'en termes de DA, j'aurais pu y mettre un peu ma patte. Je l'ai su plus tard, ça. Parce que j'ai tapé tout à l'heure Sonia Roland, chanson sur Internet. Vous savez ce qui sort? Non. Doc Gynéco chez Thierry Ardisson. Mais non. Si. Pourquoi? Je sais pas. Vous avec Doc Gynéco. Ah bon? Et on chantait tous les deux? Oui, une chanson de Noël. Ah oui, je me souviens. Ah oui.
Alors là, Ah là oui, non plus, je d'accord. suis pas sûr que c'était de la très très grande chanson. À ce Ah non, moment-là. non, non. Mais c'est très rigolo. Non, c'était rigolo. J'imagine qu'on s'est bien marré ce jour-là. Je me souviens même plus, hein. Mais ouais, je crois que c'était pour un rendez-vous de Noël où ils faisaient des couples improbables sur. Ouais, non. Bah ouais, voilà. Ouais. Bah, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment très marrant. Non, je ne conseille pas en fait. Ouais, c'est un musée aussi important qui a fait qui a vraiment travaillé sur le Rwanda ici. Ouais, je Aussi. sais. Ouais, ils l'ont fait. Et puis, moi, mon envie aussi avec ce musée, ça serait aussi peut-être de mettre en avant l'art royal. Parce que le Rwanda n'est pas connu pour avoir un art particulier. Et pourtant, depuis quelques années, on met en avant, par exemple, tout l'artisanat, la vannerie, les perles aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont confectionnées avec des perles. Et c'est un art très... Et par exemple, l'intérieur de la case du roi, il faut le voir, hein, mais il y a des formes géométriques très contemporaines. Et je trouve qu'il serait intéressant de le faire, de l'exposer ici, quoi. Voilà. Mais, ça, c'est assez marrant. Regardez, ce sont des œuvres issues d'un livre sur l'art occidental et retravaillées, redessinées avec un esprit amazonien. Ouais, c'est fou. Hein. Bah voilà, comment laisser son empreinte, bien que contemporaine, mais laisser son empreinte. Est-ce qu'avec votre histoire, vous avez plus naturellement une ouverture sur d'autres cultures? Ou c'est une question à la con, un peu imbécile, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je la trouve assez pertinente, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand on est métisse, pour dire un peu les choses vulgairement, on a le cul entre deux chaises. On est constamment ballotté entre deux cultures, ou trois, peu importe d'où on vient, mais on est constamment en train de se chercher. Il y a une véritable quête qui opère toute sa vie, quoi. Moi, depuis que je suis toute petite, j'essaye de comprendre qui je suis, d'où je viens, comme pas mal de métis, en fait. Est-ce que les choses changent en fonction de votre âge, par exemple? Vous dites peut-être à 20 ans, vous sentiez plus française, à 25 plus rwandaise. Ouais. Je sais, est-ce que ça change? L'inverse, en fait, déjà. Ouais. Parce que je suis née en Afrique, je suis née au Rwanda. Et c'est vrai que ma première langue était le Kinyarwanda. Ouais. Moi, j'ai grandi en parlant Kinyarwanda. Et en fait, c'est en allant à l'école, puis parce que je discutais aussi avec mon père, que vraiment le français s'est imposé dans ma construction. Après, disons que cette quête de mes origines françaises, elle a beaucoup opéré en France, en fait. Ouais. Parce que mon père était un Français travailleur privé en Afrique qui était fasciné par l'Afrique. C'était vraiment un aventurier. Je vois mes cousins l'appeler le tonton d'Afrique, quoi, qui était vraiment... Donc il avait presque mis de côté sa culture française. Et mon père était 68ard, c'était un révolté. Hein. Il n'était pas tendre avec la politique française. Hein. Et du coup, il a emprunté très vite les codes africains. Ma mère définissait mon père comme quelqu'un qui était beaucoup plus rwandais qu'elle, quoi, parfois. Hein. Mais ce qu'il aimait, enfin, des souvenirs que j'ai de mon enfance avec eux en Afrique, papa, c'était quelqu'un qui, tous les dimanches, nous emmenait bruncher dans les quartiers populaires de Kigali. Et ensuite, tout ça dans le secret, évidemment, parce que ma mère, comme il travaillait toute la semaine, elle disait, bon, le week-end, tu passes du temps avec tes enfants. Donc, on mangeait assez vite le petit déjeuner, puis après, on filait à l'imprimerie. Il avait une imprimerie. Et là, on y passait mais des heures et des heures. Alors, je rentrais avec de l'encre plein les mains, des odeurs de colle. Ma mère, évidemment, s'engueulait avec lui, mais à longueur de temps à cause de ça, parce qu'en fait, il passait du temps avec nous, mais d'une façon qui n'était pas celle que ma mère voulait. Donc, voilà. Mais en même temps, il a aussi renforcé ma dyslexie, puisque, en fait, les machines à l'époque, les lettres, on les mettait à l'envers, en fait, pour faire des phrases. Et donc, moi, j'ai appris à écrire à l'envers avec mon père. Et du coup, ça a accentué ma dyslexie. Ouais. Voilà. C'est une grande question en France qui traverse la société française, la question de l'assimilation ou de l'intégration. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis parce que moi, je pense que
tout dépend franchement de son vécu, de ce qu'on a vécu avec la France en fait. L'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? L'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, je pense qu'il y a tellement de Français qui pourraient s'apparenter à des Français de souche qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent même pas leur pays en fait. Donc pourquoi vouloir absolument que les autres connaissent mieux le pays qu'eux-mêmes le connaissent? Il y a vraiment une incompréhension globale, générale en France. Et moi, j'aime ce pays. Et quand je le dis, mais je me fais taper dessus de part et d'autre. C'est-à-dire que vraiment, parce que d'un côté, le fait que je sois métisse et que je représente un ailleurs, certainement dans l'imaginaire de certaines personnes, je ne peux pas dire que j'aime la France. Enfin, c'est une hérésie. Et puis pour d'autres, c'est formidable, elle est vraiment le parfait exemple de l'intégration. Mais non, puisque je suis française, mon père est français. Donc j'ai ça en moi. Et je pense que finalement, je représente ce qu'il y a de plus évident en France. La France est plurielle, elle est multiple. Mais seulement, je pense qu'elle n'a pas envie de revendiquer absolument cette spécificité-là, quoi. Et c'est dommage, moi je le fais. Voilà. Moi j'ai à cœur de dire, voilà, j'aime la France, c'est mon pays, mais je l'aime aussi parce qu'il est très complexe et que finalement, s'il est aussi complexe, c'est parce qu'il s'est construit dans la complexité et que peu de gens connaissent. Voilà. On y va? On y va. Parce que j'ai des questions là-dessus. Ah ouais? Et alors, parce qu'on est quand même au musée, je l'ai dit au tout début, ouais. Du Quai Branly, Jacques Chirac. Oui. Quand vous êtes élu Miss France, c'est lui le président de la République. Oui. Est-ce qu'il vous appelle? Il m'appelle Miss France, je l'ai rencontré d'ailleurs. Oui, mais alors est-ce que... Il ne m'a pas appelé. Non, je n'ai pas souvenir d'avoir eu Jacques Chirac au téléphone au moment de mon élection. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Bonjour Jacques Chirac. Non, mais moi je me souviens d'un moment assez particulier avec Jacques Chirac. J'ai été reçue, je ne sais plus, c'était pas au Sénat, je ne sais plus trop. Et donc il était là, accompagné de son épouse. Et à un moment, il dit mais dites-moi, alors donc, vous êtes Miss France, mais vous êtes d'origine rwandaise, on m'a dit. Et donc, vous êtes française, mais comment alors? Je dis en fait, mon père est français. Oui, mais vous êtes née au Rwanda. Je dis oui, mais donc mon père est français et puis donc je suis éligible au statut de Miss France quand même. Ouais. Et donc il était. Il se posait presque la question. Mais oui. Comment elle a ses papiers? Mais oui. Alors, mais en même temps, c'était hyper naïf, hyper bienveillant. Enfin, il y avait de la bienveillance là-dedans, évidemment. Et puis je pense que... Mais je crois qu'il faisait ça un peu avec tout le monde, même avec des sportifs. Il ne savait pas, parce que dès qu'il portait un nom un peu étranger, il demandait d'où il venait. Ouais, non, mais c'était assez étrange, quoi. Mais en même temps, moi j'aimais bien Jacques Chirac. Il était drôle. Je crois que c'est le président de droite le plus à gauche qu'on ait eu. Ah, c'est possible. Ah, ça, oui. Ça, c'est possible. On y va, c'est par ici. Ouais. Hop, je vous laisse Merci. passer. Julien. Je vous ai pas présenté Julien parce que c'est lui qui porte la caméra, ça y est. Ouais, voilà. Julien, en plus on marche vite. Ouais. Comment il fait? Et on va encore accélérer, je vous le dis. Ouais. Non, mais c'est marrant que Miss France, un président, il appelle un sportif qui réussit. J'ai l'impression que Miss France, non. Pourquoi? Je sais pas. Certainement à l'époque, c'était peut-être pas aussi. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Les choses ont évolué. Hein. Bon, en même temps, quand je regarde mon élection de Miss France, il y avait déjà beaucoup moins de chaînes et beaucoup moins de médias, beaucoup moins de... il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc on avait une sacrée notoriété quand même. Hein. Oui, parce que... Moi, j'ai été regardée par plus de 10 millions de téléspectateurs. Ah oui, alors qu'aujourd'hui, Miss France, c'est pas ça. En plus, ça finit à 1h du matin. Et puis ça finit à 1h du matin. Ah, Madame de Fontenay, elle n'aurait jamais tenu jusqu'à 1h du matin. Ah ouais? Ah non, elle jamais. Sinon, elle aurait fait commencer l'émission à 18h, quoi. Pour être sûr. Là, clairement, non. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le concours que je ne suis pas certaine que Madame de Fontenay aurait accepté. On en parlera après. On parle pas de Miss France. Je vous laisse monter dans notre véhicule. Merci. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ouais. Bonjour. Et je vous présente Guillaume, notre chauffeur. Bonjour Guillaume. Bon, alors il faut expliquer en partie, moi je suis très content de vous recevoir de manière générale, mais vous avez une actualité. J'ai une sacrée actualité. Une sacrée actualité. Ouais. Le 18 novembre, oui. Sur France 2, on pourra vous voir. Ouais.
3 semaines de suite. Oui. C'est quoi le 18, on a un mercredi, je sais pas quel soir on est. Je sais pas, on verra. Ça sera un mardi soir. Mardi le 18 soir, c'est bien, novembre. ce sera Ouais. pas face au Figaro la nuit, donc c'est parfait. C'est très bien. Et vous faites donc Notre Histoire de France, saison 2. Oui, saison 2. La première saison a été narrée. On est des narrateurs en fait, on est des conteurs. Ouais. Donc a été, disons, présenté par Thomas Sisley. Ok. Et qui commençait à l'époque de Vercingétorix jusqu'à Henri là où IV. vous reprenez. Jusqu'à Henri IV, parce que moi je reprends justement à Louis XIII, Ouais. mais on évoque évidemment Son Henri fils. IV, ouais, le Ouais, fils alors, c'est un truc assez extraordinaire parce que je trouve que c'est une idée géniale. Ouais. En fait, on rejoue des scènes importantes de l'histoire de France, des scènes privées, Mhm. et vous arrivez et vous nous faites le sous-texte. Et vous nous racontez l'histoire. Et puis, Ouais. alors c'est marrant parce que vous êtes en tenue, tout le monde est enfin, les acteurs jouent en tenue d'époque, et vous, Ouais. vous êtes le premier épisode, vous êtes en cuir, quoi. Ouais, je suis en ouais. tenue contemporaine, Ouais. bien choisie pour que ça colle quand Ah même ouais, un ok. peu à l'époque, parce qu'on voulait, par exemple pour Louis XIV, comme on est dans les heures de Versailles, on avait envie d'une tenue un peu plus chic. Après, je passe à Napoléon par une tenue un peu plus armée. D'accord. Ouais, non, mais enfin, on a... Donc il y a 6 épisodes, donc Ouais. de Louis XIII à Napoléon. Mhm. Donc j'imagine qu'il y aura une suite, mais ce sera sans doute pas vous la saison 3. Non, je pense Non. pas, et puis ils n'ont pas intérêt. Et alors, J'imagine que c'est bien de changer. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Comment je me suis retrouvée là-dedans? Je pense que c'était le vœu de France Télévisions Ouais. et de la production ITV qui cherchait un visage, évidemment, qui représentait France Télévisions, un visage de Ouais. France Télévisions. Et puis très vite, mon nom est arrivé sur la table. Donc moi, j'étais ravie. Ouais. En revanche, donc, j'ai reçu les épisodes de l'année dernière D'accord. avec Thomas Sisley, mais je n'imaginais pas le travail que c'était. En fait, je vois le truc et je me dis, bon, bah, c'est entre la présentation, mais en même temps, il y a du jeu, puisqu'il faut avoir de vous l'empathie jouez un pour peu. les Alors, personnages. mais vous jouez. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous jouez, mais vous jouez votre propre rôle. En fait, je suis Sonia Roland qui invite Oui, mais les en même gens. temps, vous n'êtes pas présentatrice non plus. Ben vous non. êtes quand même actrice. Ben Donc oui, c'est un je suis truc un peu actrice. bizarre. Non, c'est très hybride Ouais. en fait. Et comment Et on fait tant pour mieux. s'auto-jouer? Est-ce qu'on arrive à être aussi naturel? Bah oui et non, parce qu'en fait, il y a des moments où j'étais obligée de lâcher complètement ce que je suis pour vraiment emprunter, disons, le chemin de la comédienne, parce qu'il y a des moments où je suis en totale empathie pour les personnages. Par exemple, quand Louis XIII fait son discours et qu'il bégaye, il y a la maman, ça convoque la maman qui a envie de le prendre dans les bras et lui dire « bon, c'est pas trop grave ». Oui, c'est vrai, à ce moment-là, vous êtes derrière et vous baissez un peu les Mais yeux. oui, ouais. j'ai de l'empathie pour ces personnages, même s'ils sont complètement controversés, qui sont complètement déconnectés du réel. Ça reste malgré tout des humains qui ont vécu dans un univers qui est complètement fermé à la réalité de 80% des gens, quoi. Est-ce que vous aviez une connaissance solide de l'histoire déjà? Alors moi, j'ai toujours eu une véritable appétence pour l'histoire, mais évidemment, j'avais plein de lacunes. Ce qui est génial avec ce programme, c'est qu'on apprend aussi des détails de l'histoire de France, mais des détails personnels de certains personnages. Et du coup, ça amène vachement, ce côté un peu ludique aussi, qui est pas mal, ce ton léger, quoi. Complètement. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous, un historien qui est là pour attention? Alors, parce que les historiens, ils ne blaguent pas dans c'est pour ça. notre histoire de France. Hein. Ouais. Non, mais jusqu'à des mots très mais précis. c'est ça, parce qu'il peut y avoir un texte, et puis on se le remet en bouche, et puis on prend un autre terme qui ressemble. Enfin, non, là, j'imagine qu'il faut que ce soit carré. Vous savez, par exemple, Premier ministre, à une Oui. époque, surtout à l'époque de la monarchie, on disait principal ministre. Et moi, j'avais tendance à dire ministre principal. Ah et voilà, oui, non, bah mais oui, on m'a évidemment. reprise mais plein de fois. Non, Sonia, ça se dit principal ministre, c'est important, les historiens y tiennent. Et donc, on m'a aussi, on a rajouté des phrases ou transformé des phrases last minute. Pour que vous puissiez les dire plus facilement, Voilà. et que ça colle à une réalité historique, quoi. Exactement. Ouais. Ah non, mais c'est pas facile. Hein. Ouais. Et quand j'ai reçu les textes au mois d'août et que je devais tourner en septembre, il faut savoir quand même que ça s'apparente un peu à du théâtre, hein, parce qu'il faut tout apprendre par cœur. J'avais pas de prompteur. Ouais. C'est marrant parce qu'on en revient à ce qu'on disait là, c'est que vous n'êtes pas présentatrice. Oui, j'ai pas de fiche, j'ai pas ouais. de prompteur. Il faut que vraiment j'intègre ce texte, que je m'en débarrasse
pour pouvoir aussi intégrer tout ce qui se passe dans l'univers que je traverse. Non mais c'était schizophrénique quoi. J'ai cru que j'allais devenir folle à un moment. Mais en même temps, c'est une expérience dingue. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est que les gens autour de vous jouent des rôles qui sont finalement aux antipodes de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous êtes moderne et eux, ils sont anciens. Oui, et puis en plus, moi, j'accentue un peu du moins ce qui se joue dans les scènes pour mieux comprendre, pour mieux faire comprendre aux spectateurs. Enfin, c'est un vrai travail. Hein. Non, mais, il y a une question, je me suis demandé. Vous êtes de fait la seule actrice noire? Alors, métisse déjà. Métisse. Mais non, je ne suis pas la seule. Ah bon? Alors moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes. Ah oui. Enfin le premier, une partie et la moitié du deuxième. Ah mais vous parlez de Notre Histoire de France? Ouais. Ah oui, mais de toute façon je suis la seule à présenter toute la saison. Ça bien sûr, mais je veux dire dans les gens derrière vous. Ah oui, alors et donc ça témoigne quand même. Il y a un mage sénégalais à un moment. Ah ok. Parce que ça témoigne quand même d'une évolution dingue. Oui, mais ce qui est génial, c'est ça qui est drôle. Ce qui est génial, c'est que c'est un visage comme moi qui présente l'histoire de France. Bah oui. Pour le coup, ça va pas plaire à tout le monde, mais tant mieux. Ah, vous pensez? Ah bah c'est sûr. Chaque année, on a toujours son lot de critiques, hein, parce que pour une partie des gens, on ne représente pas la France, quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je crois que on s'en rend pas compte. Enfin, moi, mais c'est parce que nos cerveaux ne comprennent pas ça, et tant mieux. Oui, mais nous, c'est-à-dire que vous le vivez, mais je me dis qui fait ça? C'est-à-dire c'est quoi les critiques et ça, c'est déjà, des messages, c'est des insultes. Au lendemain de Miss France, au lendemain de mon élection, j'ai reçu 2700 lettres d'insultes et de menaces de mort. Ça, c'est le cadre qui est posé au moment où je deviens Miss France. Bon, on est en 2000, sauf que, 25 ans après, on se dit... Oui, mais sauf qu'à l'époque, j'avais le choix de parler de ça si je voulais ou pas. Et moi, j'ai demandé à Geneviève de ne pas en parler parce que c'était une façon de mettre en lumière une minorité de gens très active. Et je pense, et moi à mon sens, il reste encore cette minorité de gens très active, mais qui a malheureusement accès à la parole à travers les réseaux sociaux et qui nous donne l'impression que c'est une généralité de gens qui s'expriment comme ça. Alors que je ne suis pas sûre que la France soit entièrement... Oui, encore plus à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, finalement... Ils peuvent se réunir sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était des lettres isolées de gens isolés chez eux. Complètement, mais il fallait mettre un timbre, il fallait aller à la poste, il fallait mettre toutes ces insultes et parfois de la merde aussi à l'intérieur. Non. Oui. Dans mon film, j'ai réalisé un film qui s'appelle Un destin inattendu, qui est passé sur France 2 l'année dernière. Et il y a une scène où la mère de mon héroïne, qui est donc... En fait, c'est mon histoire que j'ai fictionnée. La mère de mon héroïne ouvre sa boîte aux lettres et tombe sur une enveloppe pleine de merde. Et c'est arrivé à ma mère. C'est arrivé aussi, ça m'est arrivé aussi quand j'habitais à Saint-Cloud à l'époque. Donc oui, ça existe. Est-ce que j'en ai fait état à l'époque? Non, parce que j'avais justement envie de mettre à l'honneur cette majorité de gens qui avaient voté pour la Miss Bourgogne que j'étais et qui a fait de moi Miss France. Et puis c'était une façon de les honorer eux et pas mettre en lumière une minorité de gens actives et haineuses. Donc là, quand Notre Histoire de France va sortir, vous savez d'ores et déjà que vous allez recevoir un... Mais évidemment, mais chaque fois c'est la même. Et en même temps, je m'en fous. Mais alors vraiment, complètement, parce que... Est-ce que vous en êtes toujours foutu ou c'est avec le temps, l'habitude? Parce que j'imagine quand vous êtes Miss France, d'un seul coup, la célébrité vous tombe dessus et en plus les insultes. Enfin, ça doit être un truc... Là, aujourd'hui, vous avez peut-être du recul, quoi. Moi, je m'en suis toujours un peu moquée de ça parce que déjà, en Afrique, on m'appelait Muzungu. Muzungu, ça veut dire la blanche ou le blanc. Muzungu, donc ça veut dire qu'en fait, j'ai jamais été vraiment considérée pour ce que je suis. Et je me suis dit, est-ce que je vais passer toute ma vie à devoir m'expliquer, expliquer d'où je viens? Mais regardez, en fait c'est ça, on en reparle là ce soir, alors qu'on pourrait ne pas en parler. Ouais, mais c'est pas grave, ça permet aussi d'éduquer les gens. Ouais, c'est vrai. D'éduquer les gens à la tolérance. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, on va revenir dans la voiture? Oui, on va revenir dans la voiture. Très bien, je peux boire un coup? Bien sûr, vous pouvez prendre la bouteille. Hein. Je vais la prendre, tiens. Allez, on y va. Ok, je peux surtout laisser mon sac. Ouh là là. Normalement, c'est bon. Guillaume, on peut laisser le sac? Merci, c'est gentil. Bah, je le laisse là alors. Alors attention, parce qu'on est sur une piste cyclable. Ouais. Oh non, je prends mon sac quand même, j'ai trop peur. On sait jamais. Et donc, on est place de la Concorde. Oui. Lieu important de l'histoire de ce pays.
Ah bah, lieu hautement important, parce que qui a quand même changé 3 fois de nom. Oui. Le premier nom de cette place. Mais attendez, vous allez me faire du Allez, je vous fais un petit. Je vais vous faire un tout petit peu oui. un petit cours d'histoire vite fait. Hein. Et vous voulez me le faire comme parce que souvent vous arrivez dans le champ dans l'histoire de France et pas vous racontez comme ça. Alors ouais, j'arrive comme ça. Alors donc d'accord, j'arrive. Voilà. Alors cette place de la Concorde. Concorde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'entente, la paix, mais c'est arrivé très tard, parce qu'au départ, cette place s'appelle la place Louis XV, en hommage à Louis XV. C'est d'ailleurs les Parisiens qui lui ont offert cette statue qui le représentait sur un cheval. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus parce que pendant la Révolution, elle a été totalement détruite pour mettre quoi à sa place? La guillotine. Pourquoi? Pour exécuter et Louis XVI et Marie-Antoinette et ensuite les instigateurs de la terreur, Danton, Robespierre. Ne dites pas trop en souriant comme ça, attention, on va se faire engueuler. On va se faire engueuler. Mais la terreur, c'est pas non plus la période la plus glorieuse qu'on ait eue en France. Complètement. En revanche, ce monument qui s'appelle l'obélisque de Luxor a été d'ailleurs c'est un obélisque, a été offert par les Égyptiens au 19e siècle. Et puis voilà, c'est devenu la place de la Concorde qui normalement a été appelée comme ça après la Révolution pour célébrer la paix et l'union. Voilà. Et c'est l'un des endroits de Paris les plus extraordinaires parce que là on a donc la Madeleine, oui. Juste ici. Oui. On a ici l'hôtel Crillon. Oui. D'ailleurs, attendez, j'y viens. Là, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, et si on tourne encore, on entre dans le jardin des Tuileries. Et surtout le Louvre au fond. Et le Louvre au fond. Oui, vous savez qu'il y a la fameuse grande ligne droite. En fait, elle crée la jonction entre l'ancien et le moderne. Exactement. Et alors, paraît-il que, c'est un haut lieu de l'histoire de France, la place de la Concorde, et c'est un haut lieu de vos débuts en tant que personnalité. Non mais attendez les amis, vous n'imaginez même pas ce que j'ai vécu un soir de décembre 99 en devenant Miss France. C'est-à-dire que ma première nuit en tant que Miss France, je l'ai fait dans ce palace du Crillon, dans la suite royale. Et c'est un moment assez vertigineux pour moi parce que c'était la première fois que je mettais les pieds dans un palace. Et c'est aussi le moment où je réalise ce qui s'offre à moi en fait. Et là, vous avez vu là sur la place? J'ai la vue sur la Concorde. Je me souviens de mon père qui est venu me voir. Alors attendez, je vous raconte une anecdote qui est assez drôle. Parce que c'était à l'hôtel de ville. C'était à l'hôtel de ville, Et ce qui était bizarre d'ailleurs comme lieu de réception. Maintenant, ça se fait dans des zéniths. Ouais, mais ça, je pense que c'était Tibéri à l'époque qui avait envie de ramener un peu de faste dans la mairie ou peut-être pour ses élections, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était un moment important quoi pour moi. Et alors mon père était quand même, encore une fois je resitue, mon père est un 68ard, un peu révolté, un peu rebelle. Oui, j'imagine qu'il n'a pas forcément a priori un très bon avis de ce qu'est Miss France. Ah si, justement, c'est lui qui m'a poussé à me présenter. Ah oui. Parce que pour recontextualiser, pardon, j'ai du mal à parler, nous quand on est arrivé en France en 94, on a tout perdu pendant le génocide, puisque mes parents avaient plus ou moins une bonne situation, puisque mon père était patron d'entreprise, ma mère faisait de l'import-export. Et puis pendant notre arrivée, en fait, mon père nous expédie en France, ma mère et moi, et on perd tout. Et en arrivant ici, on arrive à Cluny, dans une petite ville de 5000 habitants, en Bourgogne, et on connaît ce qu'on appelle le déclassement social. Et donc, on arrive dans un HLM, on refait, je sais pas comment, on reprend tout de zéro. Mes parents essayent de retrouver du travail, mon père devient ouvrier, manutentionnaire, un âge assez avancé, ma mère ne trouvait pas de travail alors que elle avait tous les diplômes qui lui permettaient quand même de trouver un travail stable. Et puis 5 ans plus tard, lors d'un match de basket, il y a un recruteur de l'élection de Miss Bourgogne qui vient me voir et qui me dit « ça vous dirait de vous présenter à l'élection de Miss Bourgogne ?»
Et moi, je le regarde, je dis, alors écoutez, moi, j'avais rien de féminin à l'époque. Hein. Vraiment, ah ouais, j'adorais le rap. Je mettais des baggy, je parlais wesh wesh. Photos, enfin, J'en ai. Et on m'appelait Jordanette. Et restez avec nous parce qu'elle nous les montrera en fin d'émission. Je m'appelais Jordanette. Ouais. C'était mon petit surnom parce que j'étais une bonne basketteuse. Et en fait, en rentrant, une de mes coéquipières a donné la carte de ce monsieur à mon père. Et puis mon père s'est mis en tête qu'il fallait absolument que je fasse Miss Bourgogne. Et là, moi je le regarde, je dis mais papa, ça n'a aucun sens, je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc on regarde des cassettes, on nous file des cassettes pour regarder ce truc. Oui, parce que vous êtes pas, on imagine, comment s'appelle le film américain sur les minimis là Little Miss Sunshine. Voilà. Ouais, je l'avais même pas encore vu. Voilà, non mais on imagine ça, les parents qui poussent et tout. Ouais. Non, vous pas du tout. Pas du tout. Ma mère, alors pas du tout. Hein. Ouais. Ma mère est une femme noire, qui a été jusqu'à l'université, qui a arraché sa liberté grâce aux études. Il n'était pas question que sa fille, qui avait atterri à Cluny, petite ville de 5000 habitants, encore une fois, mais première famille de Noirs qui s'y installe, se retrouve à se pavaner sur TF1 un soir de 99. Non, pour elle, c'était pas du tout le programme ou le plan, en tout cas, qu'elle avait en tête pour moi. Elle me voyait plutôt faire des études. Et donc votre père, lui, il est chaud bouillant. Et puis il ne faut pas oublier que j'avais que 18 ans. Je passais mon bac, c'était l'année du bac. Alors mon père, il n'est pas chaud bouillant, mais il se dit, si ma fille peut échapper à un destin précaire, autant qu'elle se fasse plaisir, qu'elle se rapproche en tout cas de ce qui l'anime. Parce que moi, je voulais être comédienne. Je voulais être... je rêvais de ça, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'exemples de réussite. Donc c'était pas évident de se projeter à l'époque. Hein. Et donc votre papa, le jour où vous êtes élu, papa, il arrive ici avec sa voiture. Parce que là, il faut quand même le montrer, c'est quand même pas mal, quoi. Venez, je vais vous montrer. Parce que, oui, hein, vous avez vu sur la place, sur la chambre là moi j'étais dans une des chambres avec le grand balcon, là. Ah ouais. Oui, on vous a pas mis derrière dans la petite rue, quoi. Ouais. Non, mais donc, j'étais... Votre papa, il est venu vous voir là. Mon père est venu me voir là avec ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère n'a même pas osé marcher sur le tapis de l'entrée. Elle marchait à côté, la pauvre. Et puis mon père avait... Donc votre grand-mère, la mère de la mère de mon père. De votre père. Ouais, ma grand-mère, Mémé Cécile, qui n'est plus de ce monde, mais bon. Mon père non plus d'ailleurs. Mais mon père est arrivé avec une voiture. Je crois qu'ils avaient pris la Super 5 de mon cousin et ils sont venus. Et mon père a jeté les clés. J'ai adoré. Mon père, il est arrivé, il a fait... Parce que ma mère est sortie divine avec sa superbe robe et tout. Et il a jeté les clés au voiturier. Il a dit, je vous la confie. Et puis le voiturier qui a vu le truc, il a regardé le truc, il s'est dit, ça c'est pas mal quand même. Et mon père lui a jeté les clés comme ça. Et puis il a fait le tour de sa Super 5. Il a pris ma mère par le bras. Et ils sont rentrés tous les deux au Crillon pour venir voir leur fille fraîchement couronnée. Et vous étiez dans quel état? Vous vous en souvenez? Ah ouais, moi je dormais déjà sur le canapé. Je m'étais endormie, mais terrassée par cette... Et vous arrivez à vous en souvenir encore, ou cette soirée où vous étiez tellement hors du temps? Non, je m'en souviens encore parce qu'il y a des petits moments qui me reviennent, mais après c'est vrai que c'est un tourbillon, hein, ça va tellement vite, c'est un tsunami qui vous prend comme ça, c'est une expérience assez dingue quand même. On va reparler un peu de votre parcours et tout, mais oui. Là, maintenant vous êtes une experte en histoire. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, un truc que vous dites, ah bon, je savais pas, là, sur le tournage, et ça vous a fasciné, vous y repensez, là, vous dites, ça c'était génial, sur l'histoire de France? J'ai appris tellement de choses, je ne saurais même pas par quoi commencer. En fait, ce que j'ai appris surtout, c'est des détails qui peuvent être complètement fous, comme... Non mais je sais même pas par où commencer en fait, parce que je présente 6 épisodes. Non, je suis dans 6 épisodes. Il y a Louis XIII en premier, ensuite... Ouh là là, ça va? C'est bon. C'est bon. Oui. Il y a Louis XIII. Ensuite, nous sommes passés par évidemment, Anne d'Autriche et Louis XIV. Ensuite, évidemment, Marie-Antoinette.
Ensuite, donc Louis XVI, et puis après 2 épisodes sur Napoléon. Et en premier, sa relation avec Joséphine de Beauharnais, et puis après c'est plutôt la chute de Napoléon, l'empereur et la chute. Voilà. Endroit mais magnifique. On apprend énormément de choses. Hein. Enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quel est votre... C'est la condition des femmes, par exemple, qui m'a interpellée, moi, dans tout ce que je raconte. Ah, c'est bon, on peut y aller. Dans tout ce que je raconte, en fait, les femmes, même si elles étaient reines, bah, souvent, en fait, c'était des mariages de raison, souvent économiques, parce que, par exemple, Marie de Médicis, qui venait d'une grande famille. C'est une femme de pouvoir, Marie de Médicis. Ouais, et puis elle arrive avec une sacrée dot aussi pour la France, qui va pas très bien financièrement. Et puis cette femme, elle va être régente parce que son mari, Henri IV, est tué par un illuminé catholique parce qu'à l'époque, il voulait, justement, il était très tolérant, c'était un bon roi comme on l'appelait. Il voulait une paix entre les protestants et les catholiques, ce que certains n'ont pas voulu. Ça a mené à des guerres, des conflits, des milliers de morts. Mais Marie de Médicis, quand elle prend la régence du royaume, en fait, elle est obligée parce que son fils est trop jeune. Louis XIII arrive au pouvoir un peu par la force aussi. Quand il commence, il est très jeune d'ailleurs quand il prend le pouvoir. C'est un adolescent et il va évincer sa mère du pouvoir, mais en plusieurs étapes parce qu'elle va quand même s'échapper d'un château où il l'avait envoyée et puis elle s'échappe. Non mais ça c'est un truc complètement fou. Elle s'échappe avec une échelle. Vous imaginez une reine avec tout ce qu'elle avait apporté. Elle était toute jeune en plus. Non, elle n'était pas toute jeune. Et elle s'est échappée. Alors ça, je n'y ai pas cru. Je suis allée me documenter et en fait, c'est un fait historique, quoi. Et donc, on peut le voir le 18 novembre. Le 18 novembre. Et d'ailleurs, c'est le premier épisode. Et vous pourrez voir ça. Comment vous la voyez, vous, l'histoire de France? Est-ce que vous la prenez en bloc? Là aussi, c'est un sujet beaucoup plus sensible que ce qu'on peut imaginer, naturellement, l'histoire de France. Il y a des batailles sur les sujets. Comment regarder notre histoire? Est-ce qu'on doit tout prendre? Est-ce qu'il faut oublier certaines choses? Est-ce qu'il faut ne regarder finalement que les erreurs ou au contraire ne regarder que les grands moments? Non, mais je pense qu'il faut tout garder, mais il faut aussi apprendre de ses erreurs. Et puis, moi, ce qui parfois me désole, c'est qu'on n'apprend rien de l'histoire. Il y a un devoir de mémoire qui doit être pris au sérieux si on veut justement ne pas réitérer les mêmes erreurs. Mais c'est souvent un éternel recommencement quand on regarde, finalement quand on balaye toute cette période de l'histoire, c'est quand même 200 ans que j'ai présenté, Ouais. On se rend compte que ça fait écho aussi à des moments de notre société, plutôt contemporains d'ailleurs. Ah, vous trouvez? Ah bah oui, ouais. Il y a des révolutions, des révoltes, il y a des... Par exemple, le siècle des Lumières, moi j'aurais aimé le vivre, j'aurais aimé le voir en fait. Me dire tous ces intellectuels qui ont quand même œuvré pour rendre accessible le savoir au peuple. Et ces gens-là sont des gens éclairés, intellectuels, mais bourgeois, qui ont donc un pied un petit peu dans la monarchie, un petit peu dans le peuple, et qui créent cette jonction entre ces deux sociétés qui ne se connaissent pas, qui ne se comprennent pas. Et heureusement qu'ils ont été là, finalement. Même si certains sont très controversés, parce que je crois qu'on découvre quand même que Voltaire était antisémite, qu'il était, xénophobe. Comment faire avec ces figures-là? Certains disent, par exemple facile de Napoléon, certains veulent l'ultra glorifier et d'autres veulent expliquer que c'était un tyran absolu et qu'il n'a apporté que du négatif à la France. Comment on fait? Est-ce qu'on déboulonne la statue ou est-ce que justement on remet un coup de peinture dessus? Ou est-ce qu'on peut juste la regarder comme ça? Non, mais je crois qu'on a un devoir de nuance, tous. Évidemment que tous ces personnages hyper controversés ont une face très sombre et machiavélique. Enfin, je veux dire, Napoléon, il a quand même réhabilité l'esclavage, c'est pas non plus très glorieux. Mais de l'autre côté, pour certains, c'est un homme de guerre qui a su qui a créé aussi la Constitution. Enfin, bon, bref, il y a quand même énormément de choses à prendre et des choses à laisser, mais ces choses à laisser, il faut quand même pouvoir les voir
Et enfin, voilà, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez ça sans parti pris. Ah non, c'est-à-dire que c'est très factuel. Ouais. Factuel. Ah ouais, c'est factuel, c'est factuel parce que c'est mon devoir aussi de raconter les choses avec neutralité, parce que je suis une conteuse dans ce programme en fait qui est notre histoire de France. J'ai pas de parti pris, mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Hein. Ah oui. Ah ouais, non. Ah bah oui. Ouais. Mais c'est intéressant. Ouais. Parce que sur le service public, si vous aviez pris parti d'un côté ou de l'autre, alors là, ça aurait été mal vu. Déjà, et puis moi je pense que c'est pas le rôle du service public. Au contraire, le service public, il est là pour créer de la contradiction. D'ailleurs, je sais qu'il est mis à mal ces temps-ci. Parce qu'il a plus de budget. Attention, passez ici. Attendez, on passe vite. Mais là, c'est un peu Marilyn, quoi. Ouais, c'est Marilyn, mais j'ai pas la robe. Ouais, le service public a vraiment de grandes difficultés ces temps-ci parce que voilà, il y a des gens qui lui veulent du mal, mais nous on résiste parce que je pense qu'elle a vraiment toute sa place dans notre société. Elle est là pour créer des programmes qui œuvrent aussi pour la diversité, qui œuvrent pour la diversité des sujets. Et puis, elle est essentielle, en tout cas, pour avoir un libre arbitre. Hein. Vive le service public, quoi. Bon, je voudrais qu'on revienne un peu à... On l'a évoqué à plein de moments. Ouais. Mais votre naissance, donc vous êtes né à Kigali. Oui. Votre mère est rwandaise. Oui. Votre père est français, mais il se rencontre comment? Votre père va là-bas, en fait. Mon père, oui, après un divorce, puisque j'ai 2 sœurs blanches. D'accord. Ouais, Christine et Nathalie. Donc ils sont plus âgées que vous? Elles sont plus âgées que moi. C'est donc du premier mariage de mon père. Mon père donc, est allé au Rwanda parce qu'il avait fait son armée en Afrique. Il était fasciné par l'Afrique. Il a répondu à une offre d'emploi en tant que directeur technique. Et arrivé là-bas, très vite, les choses se sont imposées. Il a vite racheté cette imprimerie qui est devenue la sienne. Il a eu des associés rwandais et puis pendant plusieurs années, presque 20 ans, il a vécu au Rwanda. Ouais. Et vos parents donc se rencontrent là-bas. Vous parlez... Alors c'était pas si évident. Hein. Ah ouais, non? Ah ouais, mon père était fou amoureux de ma mère, mais ma mère c'était pas... elle était pas emballée? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait à l'époque il faut resituer les choses. Et d'ailleurs, est-ce qu'on appréciait le fait qu'une femme se marie avec un blanc? Bah justement non. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque en fait, il fallait qu'elle se marie très vite pour être protégée, mais sinon une femme Tutsi qui fréquentait un blanc était souvent considérée comme traître à la nation et il y en a beaucoup qui ont fait des séjours dans les camps de redressement de l'époque qui n'étaient pas... C'était certainement pire que la prison, quoi. Et donc pour ma mère, il était évident que si mon père la courtisait, il fallait aussi que les choses se fassent très vite. C'est-à-dire qu'elle l'a vite présenté à mon grand-père au village. Ouais. Mon père, qui est quand même un être très courageux, est allé demander la main dans sa langue face à quelqu'un qui ne comprenait pas sa langue, mais ils ont trouvé un accord. Et puis il a marié ma mère très vite, quoi. Et puis moi je suis arrivée 1 an après. Et vous parlez français à quel âge? Il vous parle un peu, parce que vous me dites tout à l'heure, il jouait le rwandais, enfin il rwandais à fond. Ouais, mais il n'a jamais parlé un mot de rwandais, sauf pour parler de cigarettes et et d'allumettes. Il disait kibiliti pour les allumettes. Non, mon père, je pense qu'il comprenait très bien le Kinyarwanda, mais il laissait toujours penser qu'il ne comprenait rien pour mieux écouter. Donc si vous parlez français? Ouais, il me parlait français. D'accord, mais vous, au quotidien, vous parlez rwandais? Moi, au quotidien, je parle rwandais avec ma nounou parce qu'il faut encore une fois, il faut resituer les choses. Moi, ma mère était une femme qui travaillait beaucoup. Mon père était très féministe, il voulait que sa femme soit indépendante financièrement, qu'elle soit libre, surtout dans un pays comme le Rwanda. Je peux dire, ça avait vraiment une grande valeur. Et en fait, donc moi, j'ai grandi beaucoup avec les nounous. Et d'ailleurs, j'ai ma nounou, Françoise, que je revois très souvent quand je vais au Rwanda, qui a évidemment vieilli, qui a des enfants qui ont grandi, mais c'est une femme que j'ai plaisir à revoir tout le temps parce qu'elle fait vraiment partie de ma vie. Et donc, j'ai grandi avec elle.
avec des parents très absents, parce que mon père travaillait beaucoup, ma mère pareil, mais dans une espèce d'harmonie familiale très joyeuse, avec un petit frère qui s'appelle Michael d'ailleurs, qui est arrivé 4 ans après moi. Vous êtes enfant et jeune ado. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, de la violence qui vous entoure dans ce pays, ou non? Ah non. Rien du tout? Non, pas tout de suite. Enfin, non. Et puis de toute façon, moi, je vais vous dire, mon enfance au Rwanda et au Burundi après, c'est une enfance joyeuse. Et vous pouvez parler de ça avec tout. J'ai un ami, Gaël Faye, avec qui j'ai grandi au Burundi, adolescente. Le rappeur, écrivain maintenant. Exactement. Et prix Renaudot l'année dernière. Oui, c'est vrai. Avec Jacaranda, d'ailleurs, je vous conseille de le lire. Et c'est vraiment une période de notre vie, quand on en parle, mais qui est très joyeuse et très insouciante. Et pourtant, dans un contexte. Parce que vos parents vous protègent ou parce que. Ouais. Nos parents nous protègent. Parce qu'eux, ils le savent, ils le sentent. Si on en est au point où vous quittez le Rwanda, parce que faut expliquer, vous quittez le Rwanda un moment pour aller au Burundi. Donc c'est que là, il y a un besoin déjà de fuir. Oui, bien sûr. Non, mais ma mère, en plus, c'est une femme, encore une fois, comme c'est une intellectuelle, elle est très renseignée, en fait. Et tous les jours, on l'abreuve de renseignements de ce qui se passe au Rwanda. Parce que nous, là, on est au Burundi. Entre 92 et 94, on est au Burundi. À un moment, ma mère et mon père se sont décidés à partir parce que quand le génocide démarre au Rwanda, on ne pense pas que c'est un génocide. On sait qu'il y a des massacres, mais on n'imagine pas une minute que tout est programmé pour éradiquer cette population, quoi. Et tous les jours, on apprend qu'il y a des milliers de morts, des centaines et des centaines et des centaines de morts, jusqu'à ce que ça dépasse des chiffres hallucinants. Et là, à ce moment-là, parce que vous revenez à un moment au Rwanda. Ouais. Et pourquoi? C'est-à-dire que vos parents... au Rwanda, on est revenu après Miss France. Ah d'accord. J'ai jamais remis les pieds. Au Burundi, vous êtes parti du Burundi en France directement? Directement en France. D'accord, oui, c'était plus possible. Voilà, moi j'ai quitté le Rwanda en 90. Mais même au Burundi, c'était devenu dangereux? Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le président du Rwanda et du Burundi étaient dans le même avion quand il a été abattu, cet avion. Et ils voyageaient ensemble, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils se sont retrouvés ensemble et ils sont morts tous les deux. Donc ça a créé, même ce pays au sud n'était plus sécurisé. En sécurité, non, plus personne n'était en sécurité. Bien que le pouvoir était Tutsi au Burundi, pardon, il y a eu une grosse défiance, il y a eu même un trouble dans la population. Est-ce qu'il y a un moment quand même où vous me dites non, mais vous l'avez pas senti, où il y a pas de... Je sais pas, vous entendez pas des coups de feu, de la violence, des explosions? Ah si, moi je pourrais raconter. Une fois j'étais à l'école, j'étais dans l'école, on était à l'école privée, enfin pas privée, c'était une école française, mais bon, considérée comme privée, et pourtant publique, mais bon. Et un jour, je sais pas comment expliquer cette situation. En fait, il y a eu un événement, c'était un petit peu après que le génocide démarre au Rwanda, où on a fait exploser des grenades à côté de l'école. Et là, évacuation immédiate de l'école, les casques bleus sont arrivés, ont pris des ressortissants français, étrangers, les ont amenés dans leur quartier. Moi, la chance, c'est que j'habitais à côté de l'école. Et donc c'est notre gardien, le gardien de la maison, qui est venu nous chercher avec les chiens. Je me souviens, avec mon petit frère, et on est allé à la maison. Et à partir de là, blocus, on n'avait plus le droit, donc on était dans une sorte de confinement, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Il était très difficile d'avoir des vivres, il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus rien qui transitait, quoi. Et donc on a connu un mois très difficile. Et puis mon père, pendant ce temps-là, essayait de trouver un moyen de repartir en France, quoi. Sauf que comme il était travailleur, alors pour lui, parce qu'il était français. Il était français, mais comme il était ressortissant français, logiquement, il pouvait, parce que Juppé à ce moment-là envoyait plusieurs avions, je crois 2 même, pour les ressortissants français, pour l'évacuation. Sauf que mon père n'en a pas bénéficié parce qu'il n'était pas travailleur coopérant. Et ça a été un moment très difficile pour mon père, mais qui lui a fait prendre conscience en fait que
quand on fait partie de la colonisation, finalement, on a plus de privilèges. Lui était un travailleur privé. Il avait décidé de faire sa vie en payant ses impôts dans le pays dans lequel il travaillait et non en France. Il pensait avoir fait bien les choses et puis finalement, on lui a interdit l'accès en France, quoi. Et ça a été très douloureux pour lui. Mais l'ironie du sort, c'est que je deviens Miss France 5 ans plus tard, quoi. Et voilà. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai tendance à toujours nuancer mes propos parce que je me dis toujours que la vie, quoi qu'il arrive, elle vous amène toujours son lot de surprises plutôt agréables. Et du coup, ça fait redescendre un peu la colère, quoi. On est dans un endroit là. Quand vous êtes gamine d'ailleurs, oui. L'histoire de France, vous la connaissez? On vous l'apprend? Vous en avez? Ouais. Oui, on me l'apprend. Dans les grandes lignes ou sinon dans les manuels scolaires, mais oui, après, voilà. Mais parfois c'était rébarbatif. Pas moins qu'un enfant qui habite à Paris ou à Cluny ou je ne sais où. Non. Ouais. Non, moi, mais puis encore une fois, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui parce qu'évidemment, depuis, j'ai comblé ces carences. Mais Et vous étiez déjà allé en France avant d'y venir vraiment? j'ai été baptisée en France d'ailleurs. Okay. Je suis venue toute petite en France et j'ai été baptisée à Massy dans une toute petite ville de Saône-et-Loire. Enfin, c'est même pas une ville, c'est un hameau de 400 habitants quoi, où vivait ma grand-mère. Et donc, ils ont demandé à la petite chapelle si on pouvait faire mon baptême là-bas et j'ai été baptisée en France. Bon, là, on est au jardin des Tuileries. Ouais. Là, lieu important aussi dans la période que vous racontez. Napoléon. Ouais. Incroyable. Ouais. Non mais les Tuileries, enfin tous les monuments de Paris ont une résonance particulière. Si vous deviez en garder qu'un. Des monuments? Ouais. Waouh. Alors là. Il y en a qu'un, il faut le garder. Il y en a qu'un, il faut le garder. Ouais. Mais non, mais il faut tous les garder. Non, mais vous n'avez pas le choix là, c'est foutu. Aïe. Je sais pas quoi, mais il fait froid là. Il commence à faire froid. Celui qu'on vient de visiter, la Concorde, parce que finalement. Ouais, c'est vrai. C'est une belle place, c'est une des plus grandes places de France, et qui a un symbole très fort puisque c'est l'unité pas l'unité du peuple, mais en tout cas la paix. On tend vers la paix, on tend vers un avenir plus serein, plus paisible. Pourquoi pas quoi. Moi je prends le Panthéon. Ouais, le Panthéon évidemment. Et d'ailleurs, il repose une des figures que j'aime le plus. On en parle après. Mais je m'en fiche, j'en parle déjà. D'accord, parlez-en maintenant, vous avez raison. Elle s'appelle Joséphine Baker. Et puis Badinter aussi, hein. Oui, c'est très vrai. Récemment. Vous étiez d'ailleurs non. À la panthéonisation de Joséphine Baker? Bah non, j'ai pas pu, j'étais en tournage. Ah oui, parce que vous avez quand même joué le rôle de Joséphine Baker. Ouais, c'était un clin d'œil. Hein. Oui ou non? Ouais, non, j'aurais bien aimé la jouer, mais là, oui, dans le film de Woody Allen, Midnight in Paris, j'ai fait un battement de cils, mais je suis sûre que vous fermez les yeux 5 secondes, vous ne voyez pas. Hein. Ouais. Mais bon, j'étais très flattée, très heureuse de participer à ce très beau film. Et alors, quand vous arrivez en France, comment ça se passe déjà? Vous allez donc dans la famille de votre père? Ouais, c'est ça? En fait, j'arrive chez ma grand-mère en Bourgogne, à Massy. Ouais. En fait, elle vient nous chercher puisque mon grand-père, du côté de mon père, était cheminot. Et donc, elle bénéficiait de billets gratuits à la SNCF à l'époque. Maintenant, je suis plus sûre que ça marche comme ça. Ça marche toujours, ça fait scandale d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je vous assure. Et puis du coup, ma grand-mère est venue nous chercher parce qu'on n'avait vraiment pas un sou. Il faut imaginer quand même, il faut recontextualiser. On a quitté le Rwanda dans des conditions d'exil, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on est parti avec 2 valises, un album de famille. Et on a tout laissé derrière nous, notre vie, nos rêves, une enfance joyeuse, quoi. Moi, je me souviens que j'ai dû dire à mes amis adieu, quoi. Et quand on a 14-15 ans, dire adieu à ses amis, c'est atroce. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas sûr de se revoir tous, quoi. C'était foutu, c'était fini. Et puis surtout, j'allais dans une culture que je connaissais que très peu, finalement. Parce que j'avais grandi en Afrique, certes dans une mentalité un peu française, mais avec des codes très rwandais, très africains, quoi. Et quand je commence à découvrir la France, je la découvre par le moyen le plus brutal, une arrivée très brutale parce que on arrive dans un nouveau contexte social, on arrive dans un HLM. Moi, je ne savais même pas
l'idée de vivre les uns sur les autres, je ne connaissais pas. Nous, on n'avait pas de bâtiment, on avait des maisons. Même les plus pauvres, ils ont leur petite maison avec leur petit jardin, leur petit... Nous, on était vraiment... Ça paraît bizarre de raconter ça comme ça, hein, mais vraiment, c'était la première chose qui m'a marquée aussi, c'est que quand j'ai été inscrite au collège, je suis rentrée un jour à la maison en disant à ma mère, mais je comprends pas, les élèves parlent mal aux profs, quoi. Et ma mère, elle me dit, alors, il y a bien une chose que tu dois pas suivre, c'est ça, d'accord? Et moi, je dis, oui, d'accord, mais maman, je comprends pas. Ils répondent aux profs et les profs, ils disent rien. Et ma mère, elle me dit, bon, ça, c'est des habitudes qu'il ne faut pas prendre. Hein. Ça, c'est des habitudes des blancs, tu les laisses aux blancs, d'accord? C'est drôle. Mais non, mais c'était hyper drôle parce que nous, on a un respect profond des professeurs, quoi. Pour nous, les profs, les maîtresses d'école, c'est eux qui nous transmettent le savoir. Donc... Et comme on a un respect aussi des anciens, et ça, c'est des choses de mon côté, disons, européen ou français, que je n'ai jamais compris, en fait. De me dire comment on peut si peu honorer la mémoire des vieux, des anciens. On les parque dans des EHPAD et allez, salut, on les voit plus, on attend que l'héritage tombe. Non, mais c'est que des choses un peu clichés que je sors, mais qui, franchement, c'est le sentiment qu'on a quand on voit ce... C'est pas du tout la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même... Mais non, les vieux, ils vivent avec nous jusqu'à la fin. Mais oui, bah, évidemment, après, il faut avoir les moyens. Je comprends aussi que les gens se disent, bah, c'est pas si simple d'avoir des vieux à la maison, ou les anciens, mais... Enfin, moi... Je vois ma mère, elle a fait un AVC en 2015, oui, donc il y a 8 ans. Je ne me suis pas imaginé une seconde la laisser toute seule face à tout ça. Non, non. Mais qu'est-ce que ça dit de nous par rapport à... Enfin, qu'est-ce que ça dit de la France et de cette habitude par rapport à... Bah, je pense que... Bah, la France est un pays occidental qui tend vers l'individualité, vers des modes de consommation qui en disent long sur ce que nous sommes devenus, quoi. Je veux dire, la vie est devenue comme notre façon de fonctionner et de consommer. C'est des vies Kleenex, quoi. Je veux dire, vous savez, il y a une phrase que je retiens de ma grand-mère paternelle, donc Mémé Cécile, de Cluny, de Bourgogne, je lui posais toujours la question, je disais, mais toi, comment t'as fait avec le grand-père? Parce que notre grand-père était quand même connu pour être un peu dur, un peu sévère. Et je disais, mais comment t'as pu tenir avec ce caractère? Et elle me disait, tu sais, nous, on fait partie d'une génération où on réparait le matériel et on réparait les choses. Donc, la relation aussi, on la réparait. Et je trouvais ça magnifique, je me disais, mais elle a raison. C'est-à-dire que le téléphone, on le réparait quand il avait un problème. On ne le jetait pas pour en acheter un autre. Voilà, si on transpose les choses aujourd'hui, les maris et femmes, pareil pour les relations, mais oui. C'est vrai que la consommation, le mode de fonctionnement des humains aujourd'hui est quand même bien différent d'une époque. Bon, après, les femmes aussi toléraient des choses qu'on serait... Enfin, moi, je ne pourrais pas tolérer aujourd'hui. Comment on fait pour... être certain de prendre le meilleur de chacun des deux côtés? Vous auriez pu prendre le pire des deux côtés. Encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est de vivre, d'avoir eu une éducation, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'a sauvée finalement, malgré la vie dans laquelle j'atterrissais, hein, qui était une vie ouvrière et une vie quand même très, très dure, où il est difficile de se construire une confiance en soi, et même il est difficile aussi de se projeter, tout simplement, de se projeter dans des rêves. Moi, je suis métisse. À l'époque, il y avait un manque de représentation à la télévision, au cinéma, dans les films. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de visages qui me ressemblaient, ou alors ils étaient américains, noirs américains. Mais pardon. Mais encore une fois, moi, je suis française et dans l'idée, voilà. Ouais. Et dans l'idée, j'avais envie, moi, de m'inscrire dans une culture française qui donne sa chance à tout le monde, quoi. Et à l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas. Moi, je suis la première comédienne métisse à avoir un rôle principal dans une série. À l'époque, ça s'appelait Léa Parker. C'était une série sur M6 et j'ai fait 60 épisodes. Mon premier film, je le fais avec... Il n'y avait jamais eu avant.
même en Europe. Ah bon? Ouais. Dans un rôle principal, hein. Attention. C'est vrai que... Des rôles de premier plan, il n'y en a pas tant que ça en fait. Des comédiens ou des comédiennes issus de la diversité qui sont dans des rôles principaux, il n'y en a pas. Et c'est vrai aujourd'hui, alors je vois les hommes issus de la diversité dans des stars et des femmes, il y en a moins. Hein. Il y en a moins parce que déjà il y a moins de rôles, disons, de premier plan hein, pour les femmes. Mais alors en plus, s'il faut réduire à la diversité, c'est pas évident. Et puis là, je parle de noir-blanc ou de noir métis, mais il y a aussi les Asiatiques, les Indiens. Il y a un très gros manque de représentation dans les projets français. Hein. Mais après, les choses évoluent. On va dire ça. Ça évolue quand même. Vous avez l'air sceptique. Bah non, je pense qu'il y a des chaînes, par exemple, on revient à France Télévisions, mais France Télévisions, c'est une de ses missions, de mettre en avant la diversité et l'inclusion. Bah, ils le font très bien. Et j'en suis la preuve. D'ailleurs, avant, vous savez, avant on me disait, ouais, non, mais vous savez, si on fait des films, ils appelaient ça des films communautaires. Je dis, mais pourquoi communautaire en fait la France est une communauté à l'échelle mondiale, donc on est tous des communautés finalement. Les Bretons sont des communautés, les gens du Nord sont des communautés. Pourquoi dès qu'il s'agit des Noirs ou des Arabes, on est des communautés? Ben non, même moi, je suis africaine, qu'est-ce qui me lie aux Antilles aujourd'hui? Pourtant, je joue une Antillaise quand même. Bon, bah voilà. Mais en fait, il faut juste ouvrir un petit peu... il faut un petit peu ouvrir le champ des possibles en fait. C'est pas... Et on a tous les moyens de le faire, mais... je sais pas pourquoi il y a encore une forme de résistance, je sais pas. Alors on nous dit ça marche pas, bah si ça marche, puisque Tropique Criminel en est la preuve. Oui, ça marche très bien. Ça fait 7 ans qu'on combat toutes les autres chaînes avec un programme qui est une fiction qui s'inscrit en Martinique et qui met en avant la diversité justement. Grâce à cette série, qui est la première d'ailleurs en Martinique, on a installé la possibilité en fait d'une destination nouvelle sur une chaîne française quoi. On peut être fier. Oui, et ça marche. Et ça marche. Oui, et voilà. Et puis il n'y a pas de problème. Bon, la comédie française, c'est le prochain objectif? Ah bah non, j'ai pas la prétention et puis je laisse ça aux super professionnels. Non, moi j'adore la comédie française. Vous ne considérez pas comme pro aussi? Du théâtre, non. Ah oui, non. Le théâtre, c'est un vrai fantasme, mais non, là on est... En tout cas, j'ai un ami qui est à la comédie française ces temps-ci, c'est Thierry Godard. Thierry Godard qu'on a reçu et qui nous a fait rentrer ici. C'est vrai? Ouais, on était là-haut dans la loge. Ah, j'ai pas vu l'épisode avec Thierry. Ah ben, je vous propose de regarder. Je vais le regarder. Ah ouais, c'était vachement non mais bien. Thierry, il a joué dans mon film, vous savez. C'est lui qui joue mon père dans Un destin inattendu. Il m'a fait cet honneur de... extraordinaire. Ah ouais. Avec une douceur sous ses airs bourrus là. Ah ouais, carrément. C'est un merveilleux acteur. On n'entre au Palais Royal? Allez. Mais je sais pas si... Il est ouvert? Normalement, c'est censé être ouvert pour nous. Enfin, pour nous et pour tout le monde. Mais alors, est-ce que ça marche? Mais on peut entrer par là-bas. Je pense qu'on peut entrer par là-bas. Est-ce que... Ah, ou c'est peut-être là mais moi, j'aurais dû prendre mon manteau. Vous êtes malin, vous. Bah oui, mais vous voulez le mien? Non, ça va. Ça va. Pour le moment, ça va. Est-ce que le fait de devenir Miss France... Ouais. Je pense que je pense que vous allez hésiter sur cette question. Est-ce que ça vous a aidé pour devenir actrice ou ça vous a freiné? Bon, je pense un peu les deux, parce que ça me fait connaître à un moment. Ouais. Ça suscite une certaine, disons, une certaine curiosité. Non. Vous êtes sûr qu'on a le droit de rentrer? Ouais, normalement j'ai demandé. Ah, ou ici? Là, ça a l'air d'être ouvert. Oui, c'est là. C'est bon. Ah oui, c'est ouvert? Ouais, je crois que c'est ouvert. Je pense que ça suscite une certaine curiosité au moment... parce que bon, on va pas se mentir. Mais non, c'est fermé. Si, venez. Ah ouais? Bah oui, je crois qu'on peut passer par là. Je savais pas qu'on allait faire autant de monuments. Regardez ça. Waouh. Avant de parler de Miss France, qu'aurait dit votre personnage dans Notre Histoire de France là sur Bon, je sais pas, on aurait dit plein de choses. C'est l'enfance de Louis XIV ici. Hein. Ben oui. Le petit Louis XIV. Le petit Louis XIV, avec sa mère Anne d'Autriche. D'ailleurs, vous savez que c'est une des reines que j'ai vraiment découvert et qui est
assez énigmatique, mais très intéressante. Qui a entretenu pendant quelques temps des relations avec son royaume d'origine, l'Espagne, et puis qui, paraît-il, a pris un jour, on dirait aujourd'hui, un coup de pression par Richelieu. Oui, mais en fait, c'est surtout qu'elle a pris le pouvoir, en fait. Elle a manœuvré de façon assez intelligente pour obtenir la régence. Et oui, c'est ça, c'est qu'elle était quasiment disqualifiée jusqu'à devenir la personnalité la plus importante de France. Exactement, et puis elle a régné longtemps aussi, hein, auprès de son fils. Bon, son fils, c'est le roi Louis XIV a régné, c'est le roi qui a régné le plus longtemps. Il est mort à 77 ans quand même. Et elle aussi est décédée un peu tard. Alors moi, j'ai découvert surtout l'accouchement de Anne d'Autriche, puisque ça fait partie du... Parce qu'au début, elle avait du mal à avoir des enfants. Oui, et puis quand elle a accouché de Louis XIV, il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait une partie de la cour qui assistait à l'accouchement, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça qui m'a le plus... quand on parlait d'étonnement, je me suis dit, mais quand même, la condition des femmes à l'époque, elle n'est pas simple, quoi. Et puis là, les quatre fers en l'air devant la cour royale. Non, mais c'est un petit roi. Et un petit roi. Et puis alors tout ça pour s'assurer. Non, mais surtout pour s'assurer. Et tout, non, c'est pas possible. Et tout ça pour s'assurer que l'enfant était bien de sang. Non, mais de sang royal. Non, mais c'est fou. Intolérable aujourd'hui. Non, mais je croyais que vous ne deviez pas donner votre avis sur la question. Bah si. Finalement, non, mais tout à l'heure j'ai dit que je n'en pensais pas moins. Voilà, exactement. En même temps, je suis pas sûr qu'aujourd'hui beaucoup de monde vous dise il avait bien raison d'accoucher en public. Ouais, ça c'est clair que non. Je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Donc Anne d'Autriche, moi j'ai bien aimé ce personnage. Bon, Miss France, alors donc actrice, oui ou non, ça aide ou ça bloque? Est-ce qu'on vous a dit non, on va pas prendre une Miss France pour jouer ça? En fait, ça peut aider parce que ça crée un nom, mais après, il faut vraiment prendre en considération que c'est un métier. Être acteur, faut pas prendre les choses à la légère parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est un travail d'équipe aussi qui repose sur une vraie cohésion. Et puis surtout, il faut avoir une sacrée patience parce que les choses n'arrivent pas comme ça. Hein. Et puis, moi, j'ai quand même mis presque 15-20 ans quoi, pour m'imposer aussi en tant que réalisatrice et actrice de premier plan. Enfin, je veux dire, j'ai pas été tout de suite... C'est-à-dire qu'après Miss France, il y a une phase où vous savez ce que vous voulez faire directement, je veux être actrice, où il y a un flou, que qu'est-ce que je fais, je suis mannequin, je veux être actrice, mais en même temps ça ne marche pas tout de suite. Moi, mon but, en fait, en me présentant à Miss France, c'était d'accéder au plus près du métier de comédienne. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, déjà, je ne savais pas si j'allais devenir Miss France, mais au moins, je savais que j'allais avoir un pied à Paris et peut-être me faire des relations, en tout cas, avoir un réseau, quoi. Mais j'étais loin d'imaginer que je finirais avec la couronne de Miss France, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je conscientise un truc, je me dis, bon... là, le champ des possibles s'ouvre à moi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à 18 ans, j'ai pris conscience que j'allais devoir me concentrer sur les 10 années qui allaient s'offrir à moi, quoi. Et ça il fallait exploiter ce moment. Bah ouais, il fallait en faire quelque chose. Je ne me voyais pas juste me reposer sur mes lauriers en me disant ouais, allez, vas-y. Mais donc, quand vous êtes Miss France, il y a l'année de Miss France, j'imagine. Et après, il se passe quoi? Tout de suite, vous commencez les castings, vous allez prendre des cours Après l'année de Miss France, en fait... tout s'enchaîne, il y a du mannequinat, il y a plein de choses, en fait. On devient mannequin assez naturellement, puisque les agences de mannequins, quand même, vous signent. Mais moi, il faut savoir encore une fois que parce que j'étais métisse, ça ne marchait pas du tout ici. Et puis, il y avait une double peine. J'avais la double peine, c'est que Miss France est un label très fort et auquel certaines marques, à l'époque, ne voulaient pas du tout s'associer. Parce que ça s'annule. Et du coup, très vite, mon agence... Oui, c'est-à-dire que, est-ce que le luxe a du mal à s'associer à Miss France? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est pour beaucoup de marques de luxe, c'était pas bienvenu, quoi. Mais après, je pense que les choses se sont bien démocratisées, surtout à l'arrivée des réseaux sociaux, quand ils ont vu la puissance finalement marketing de ces filles.
Il y en a plein qui les invitent ça y est. D'un seul coup, ça devient un peu plus clair, quoi. Non, mais parce qu'il y a plein de missions. C'est la force du marketing, encore une fois. C'est clair. Vous êtes une des Miss France qui a marqué et qui est restée. Oui. Il y en a plein qui, on le voit bien, ils ne savent pas forcément quoi faire, se disent qu'on va continuer dans ce milieu, ça ne marche pas. Enfin, j'imagine que c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Parce qu'en fait, c'est une année, c'est pas comme si on devient actrice, puis après on est actrice, on peut le rester toute sa vie, même s'il faut continuer à travailler. La Miss France, c'est une année, c'est terminé. C'est terminé, mais il faut En tout cas, il faut avoir un objectif clair, s'y tenir et puis pas lâcher, quoi. Moi, il y a eu un facteur travail que j'ai mis. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais tu as eu beaucoup de chance. Bah non, en fait, les gars, on ne peut pas se reposer que sur le facteur chance. Il y a forcément du travail. Maintenant, ce travail, il est forcément fait dans l'ombre, on ne le voit pas. Il est vrai que comme on est dans une période où on commente tout ce qu'on fait, on montre tout ce qu'on fait, moi c'est un truc que j'ai du mal à faire. J'ai un Instagram, comme beaucoup de gens, mais j'ai du mal à l'alimenter et puis j'ai pas envie de le mettre. Parce que vous savez pas quoi raconter ? Bah non, j'ai du mal à prendre en photo mes plats et puis dire c'est génial ce que j'ai. Alors par exemple, si je vais dans des musées ou quoi, ça j'aime bien le poster dans des stories ou des trucs comme ça. Mais le temps que ça prend. Alors là, vous retweetez. Ah ben voilà, vous avez mis voilà, ça j'ai sorti la soirée Amazonia, voilà. Mais sinon, voilà, il y a quoi, notre histoire de France. Je parle de mon travail, là j'ai parlé du film. Ah d'ailleurs, je suis dans un film bientôt. Kouibouka. Ouais, Kouibouka, un film. Jean-Hugues Anglade, Sonia Roland. Ah, sympa. Ouais, Jean-Hugues Anglade joue mon père. Ça s'est tourné au Rwanda et ça sortira au cinéma. D'accord, trop bien. Voilà. Oui, c'est vrai que. Il y a beaucoup de photos un peu promo, mais moins de votre vie qui marche bien sur les réseaux. Ces trucs, quoi. Bah ça, c'est sûr que si je me mets en maillot de bain, j'ai plus de vues que quand je mets mon tournage récent ou je sais quoi. Parce qu'évidemment, c'est ça qui marche. Hein. Ouais. C'est la culture du voyeurisme, les amis. C'est comme ça. Ouais. Et en même temps, vous vous cachez pas. Mais moi, en fait, objectivement, je ne suis pas du tout de cette époque. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et 2000. 15 ans avant, non, mais même quelques années avant, en tout cas, les réseaux sociaux. C'est des outils avec lesquels on peut évidemment communiquer. Moi, j'en sers beaucoup pour tout ce qui est professionnel, mais pour ma vie privée, mais par pitié, même pas en rêve, quoi. Alors parfois, je le fais, parce qu'il faut quand même créer une forme de complicité avec les gens qui nous suivent. Moi, je veux bien jouer le jeu de temps en temps, mais j'ai une part de mystère que je veux quand même... J'ai quand même des questions sur la vie privée, sur votre rapport à ça, c'est très intéressant. On y va ? Je crois que notre chauffeur nous attend juste ici. Ah, génial. Et puis on va parler de Joséphine Baker. D'accord, avec plaisir. Et, vous dites, j'ai travaillé pour après avoir ce que j'ai, mais est-ce que vous avez travaillé pour être Miss France ou c'était tellement vite qu'en fait c'était naturel et il n'y avait pas de travail ? Moi j'avais un truc pour moi à l'époque, c'est que j'avais un don de mimétisme, donc j'ai bien observé ce qui se passait autour de moi. Vous regardiez celle qui était entraînée depuis des années et vous avez fait la même chose. Mais et puis je regardais surtout... Mais donc quoi ? La façon dont elle se tenait, la façon dont elle se mouvait, la façon dont elle parlait. Et puis alors du coup, je me disais, ça je prends pas. Ouais. Et puis je commençais à faire devant le miroir et tout. C'était n'importe quoi. J'imagine, vous m'avez dit que vous étiez garçon manqué, donc en gros vous marchiez un peu comme ça. Moi je marchais comme une basketteuse, je marchais les pieds un peu rentrés, j'étais un petit peu wesh. Et après comment ? Et après on ouvre tête haute. Après ma mère, elle m'a appris à marcher avec des talons, avec un bottin de téléphone sur la tête. Et puis je devais apprendre à marcher toujours la tête haute. Elle dit t'as un port altier, alors sertant. Et le sourire. Ça. Et le sourire, ça doit faire mal de chien. Le sourire, ça fait mal. Ça fait mal aux zygomatiques. Mais de toute façon, on les voit. Enfin, vous, en fin de soirée. Et vous savez ce qu'on fait aussi parfois, c'est qu'on met de la vaseline sur les dents pour pas avoir l'effet bec de lièvre là. Ah, attendez, j'ai pas compris. Vous connaissez pas l'effet bec de lièvre ? Ben non, c'est-à-dire. En fait, vous savez quand la lèvre redescend pas et qu'elle reste collée sur la dent. Ah oui, d'accord. Du coup, on a l'air un peu débile, parce qu'à force de sourire, ça reste. Ouais, ça, on a l'air un peu idiot comme ça, non ? Je sais pas, je me permettrais pas de dire. Non, mais je sens qu'au bout de cette soirée, le sourire, il est complètement figé. Puis en même temps, on prend l'habitude, alors... Mais moi, j'ai toujours eu un sourire franc, et d'ailleurs, quand je l'ai pas, le sourire, tout le monde me dit « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce que je suis assez souriante en général. Ouais. Bon. Vous habitez à Paris ? J'habite à Paris. Ouais. On est très proche de la voiture qui... Moi, j'ai confiance absolue en Guillaume.
Bravo Guillaume. Et vous retournez au Rwanda régulièrement ou pas? Oui. Et est-ce que vous avez une maison là-bas? Pas encore. Non. Je suis en train de la construire. Non. Je suis en train de la construire avec un de mes cousins. On a décidé ensemble de construire la maison familiale. Ok. Et donc j'avais un terrain là-bas et j'ai mis quelques années quand même à construire. Et là, ça y est, il est sorti. Enfin, la maison est sortie de terre et on va commencer à s'occuper un peu de l'habillage. Ok. Voilà. Donc elle sera opérationnelle, je pense, à partir de la milieu de l'année prochaine, quoi. Ok. Donc vous y allez régulièrement. Est-ce que fierté. vous y allez avec vos filles? J'y vais souvent. Ouais, alors j'y suis allée, mais alors il y a un moment quand même que j'y suis pas allée avec mes filles. Parce que j'ai eu une association pour les enfants pendant 20 ans qui s'appelait Maïcha Africa. Et j'étais souvent là-bas en mission humanitaire. Ça doit faire que 2 ans peut-être que je commence à y aller en tant que touriste en fait. Ouais. J'y retourne pour juste prendre du plaisir ouais. et voir la famille, voir les copains. Découvrir aussi ce pays qui est quand même juste fascinant. Et que je souhaite à tout le monde de découvrir parce que c'est vraiment. Et quel est le rapport de vos filles avec, quand on est donc d'une deuxième génération, avec ce pays? Alors elle, c'est la 3e génération. Bah, oui, en fait, avec mes filles, ou à 2e génération, on ouais. va dire. Ouais, c'est vrai. Disons que mes filles, elles ont un rapport plutôt sain à leur culture rwandaise. Mais je pense que cette curiosité va grandir quand elles vont devenir adultes. Enfin, il y en a une qui entre dans l'âge adulte, elle a 18 ans, Tess, mais Kaina qui a 15 ans, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse le plus. Mais Tess, elle commence à s'y intéresser de plus en plus. Ouais. Et je trouve ça génial. Alors elles apprennent un peu les mots. Parce que moi je continue à parler Kinyarwanda avec ma mère, avec mes tantes, avec mes cousines quand j'y retourne. Mais je regrette qu'elles ne parlent pas, par exemple, la langue. En revanche, elles ont leur passeport rwandais. Ouais, quand même. Et moi aussi. Ouais. Ouais. Donc, non, mais je trouve que c'est précieux quand même, cet héritage de la culture rwandaise. Je me suis mariée très récemment et j'ai demandé à ce qu'on fasse aussi la cérémonie de la dot. Et on était tous habillés. La cérémonie de la dot? En fait... C'est une cérémonie, bon, on l'a fait sous forme de théâtre parce qu'on était déjà mariés, on s'était mariés la veille à l'église. Donc le lendemain, avant le brunch familial et tout ça, on a organisé sous forme de théâtre la fameuse cérémonie de la dot. Alors c'est un échange entre les deux familles, de denrées, de biens, de choses comme ça. On négocie aussi la dot de la mariée. Et mon mari s'est engagé à offrir, je ne sais plus combien de vaches, je crois que c'était 4 vaches rwandaises. et toute cette cérémonie a vraiment ému tous nos invités parce que vraiment, il y avait de la danse rwandaise, il y avait donc c'est à la fois tribal et en même temps très solennel, c'est très beau. Et nous, on était costumés. Moi, j'avais mon costume traditionnel qui s'appelle le mushanana. En fait, c'est une espèce de... Ça ressemble presque à un sari. Et vous allez aussi nous montrer les photos. C'est un peu privé, là. Ouais. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi quand même à me poser ça à mon mari. On sort? Ouais. Allez, de ce côté. J'ai pas besoin de ma bouteille d'eau? Non, là, on va pouvoir prendre un verre. Ah bah super. Donc je prends mon sac. Je peux encore laisser mes affaires? Oui, pas de souci. J'arrête pas de poser la question. Café Joséphine. Voilà. C'est pas celle de Bachoun, celle-là. Ah ouais. C'est Joséphine Becker. D'accord. Bon alors pourquoi c'est votre idole? Pourquoi? Mon idole. Ah non, c'est pas votre idole? Si. Si. Ah oui. Disons que c'est une femme que j'admire énormément pour non pas que seulement pour son parcours, mais aussi pour son engagement dans la résistance. Enfin, je dirais, elle aurait pu, en tant qu'artiste, faire le choix du pas de côté et puis laisser un petit peu. Non, elle s'est engagée. Elle a servi l'armée française, les services secrets, et c'est aussi ce pourquoi elle est panthéonisée. Elle a joué un rôle important dans la résistance, tout en se servant de ses atours. C'est une artiste célèbre, internationale, mais qui a pris des risques. Hein. Ah oui, carrément. Vraiment des gros risques. Puis elle a été décorée par De Gaulle. On y va? On entre? Ouais.
Bonsoir. 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 Thibaut, enchanté. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Charles, alors, Avec plaisir. c'est vous le patron des lieux? C'est moi. Bon, Ah ouais. café autour de Joséphine Baker. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est la première fois que je viens? Bah, il était temps. Non mais il était vraiment temps, ouais. Voilà. Et On a ouvert l'établissement juste avant qu'elle soit au Panthéon. Et du coup, ça a été plus une source d'inspiration et un hommage pour génial. à lui rendre. Mais Ah pourquoi? oui, donc Parce que c'est récent. vous Ouais, 4 ans. êtes fan vous aussi? Je suis devenu. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et justement, tous les jeudis, on fait venir un DJ et qui fait avec de la musique, remixer des musiques de Joséphine Baker C'est et des génial. années 30. Et voilà. Trop bien. Bravo. Pour réanimer un peu son âme et son esprit. Ah ouais, non mais c'est génial. Il y a un café, enfin il y a un bar Joséphine à New York. D'accord. Ouais. Et je suis heureuse qu'il y en ait un en France, et pas très loin de la Madeleine où elle a été. Vous êtes au courant quand même Non, que quand elle a été enterrée, on a fait sa cérémonie à la Madeleine. Il y avait d'accord. mais des milliers et des milliers de gens devant. C'est des images incroyables, quoi. C'est drôle. Ouais, non, mais Comme c'était une Denis. femme qui était très aimée, et encore très aimée par une partie des Français qui sont en train de nous quitter, mais il y en a également, et puis beaucoup d'étrangers aussi. beaucoup Je pense, d'étrangers. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. et C'est les Américains Prennent en la photo. connaissent. Ah oui. Américains ouais. et autres Ouais. populations Ok. prennent en photo, rentrent, prennent en photo un peu le style, ses photographies. Ouais. On a mis un peu tout. Bah, sur ça, les c'est la bijoux. robe, la fameuse ceinture de banane. Ouais, on a ouais. là-bas également Ah ouais, aussi. elle est là-bas. On l'a un peu partout. On peut aller s'installer? Avec plaisir. Vous prenez J'accompagne. quoi, Sonia? Moi, je vais prendre quoi Fou là là, attendez, qu'est-ce que je pourrais prendre qui passe à la télé? Vous pouvez tout prendre. C'est vrai Bah, je sais pas, je vais regarder la carte. Il y a un cocktail au nom de Joséphine. Ah, c'est vrai, c'est quoi comme cocktail? Joséphine Mule. Ah, alors attendez, il est où ce cocktail? Tac. Il est fait de quoi? Et c'est le premier. Ah, c'est du rhum alors. Ouais, bah très bien. Bah oui. Avec de la mandarine, ouais, c'est parfait. Je vais prendre un Comme ça. Joséphine. Ouais. Deux fois. Deux fois. Deux fois Joséphine. C'est drôle. Mais ouais. C'est vraiment en hommage, quoi. Non, mais c'est formidable. Moi, je suis heureuse qu'on honore la mémoire de cette femme. Elle a une vie controversée, hein. Elle a une vie complètement... C'est vraiment le symbole de la liberté de la femme par excellence, quoi. Elle a Mais, défié toutes les lois. À une époque où c'était pas forcément évident. Enfin, où ça paraissait pas évident. Ça paraissait pas évident d'être une femme noire, venue d'ailleurs, de s'imposer sur scène nue. Enfin, je veux dire, elle a vraiment créé la controverse. Et en même temps, c'était une façon aussi d'arracher sa liberté et de devenir la femme la plus... Enfin, je veux dire, c'est une des artistes les mieux payées de son époque. Ouais. Elle a vraiment... Et puis, malgré tout ça, malgré cette opulence dans laquelle elle vivait, ce faste et tout, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle s'engage dans la résistance, quoi. Oui, la facilité, c'était pas ça. Non. Non. La question du corps, tiens. Elle l'a mis en avant, elle a osé. Vous, votre corps, comment est-ce que vous l'êtes approprié facilement? Parce que je vous dis, à 17 ans, en gros, vous étiez un peu garçon manqué qui fait du basket et qui n'est pas féminine. Comment c'est arrivé? Et comment vous avez géré ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qu'était votre corps, ce que vous pouvez représenter? Non, en fait, je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis à 18 ans, est-ce qu'on a vraiment conscience de l'impact que peut avoir ou votre corps ou votre soi-disant beauté? Puisque comme j'étais Miss France à l'époque, je symbolisais une idée de la beauté, mais j'avais pas conscience de ça. Ce dont j'avais conscience, c'était de mon impact plutôt politique, en fait, que représentait mon image auprès des gens. Et ça, très vite, je l'ai conscientisé comme une chance de pouvoir exprimer ou être du moins le porte-voix de personnes invisibilisées, quoi. Et du coup, il fallait le faire bien, alors que je n'avais que 18 ans, que je n'avais pas forcément toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et à un âge où on me demandait d'être à la fois neutre sur certaines questions politiques, et en même temps, d'autres, il fallait que je sois engagée pour la cause féminine, pour la diversité, pour plein de choses. Mais j'étais quand même bien accompagnée parce que Madame de Fontenay était une femme très engagée. Hein. Ouais.
très engagée. Et puis alors elle disait toujours cette phrase, si les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, c'était génial, comme elle avait le sens de la rhétorique quand même. Hein. Mais parce que là vous me parlez de, bon, on en revient un peu à ça, nous, à votre couleur de peau, mais la femme que vous êtes, qui est mise en avant sur un podium, qui va permettre de vendre des habits, ça m'a un peu gênée à l'époque. Je dirais pas que le passage du maillot de bain devant 10 millions de téléspectateurs est super évident, pas du tout. C'est pas naturel déjà de marcher en talons, en maillot de bain et en talons. C'est un combo qui n'existe que sur les concours de beauté hein, ou alors sur les défilés de mode. Mais moi je me suis dit, de toute façon si c'est le passage obligatoire pour... Merci. Ah, il est là, Joséphine. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la vôtre. Merci. Je me suis dit que si c'était le passage obligatoire pour obtenir cette fameuse clé de la liberté, pourquoi pas? Finalement, Joséphine et moi, on a un peu arraché notre liberté et puis on a touché du bout des doigts nos rêves, mais finalement on s'est donné les moyens d'y accéder. Et oui, j'ai conscience que c'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, quand la chance se présente, eh ben, il faut la saisir et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Miss France. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Franchement, le rapport au corps, il a toujours été difficile pour moi. Parce que je n'avais pas envie d'être une femme objet. Vraiment. Oui, mais alors c'est difficile, voire impossible au début. Quand vous êtes avec personne France, vous connaît. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'on laisse figer les choses? Est-ce qu'on cristallise les choses? Moi, j'ai pas voulu les cristalliser. Ce que je voulais, c'était montrer qu'on pouvait être ça, mais aussi autre chose. Oui, mais après, quand vous faites du mannequinat et tout, forcément, vous entretenez ça, mais c'est un équilibre. On a les armes qu'on a. Hein. Ouais. On a les armes qu'on a. Moi, à l'époque, c'était ça, mon arme. Puis après, elle est devenue plus intellectuelle, plus, elle a tendu un peu vers l'artistique. Et puis, on a les armes qu'on a. Moi, à 18 ans, je pense que j'étais pas suffisamment armée pour pouvoir m'imposer dans le métier. Il fallait aussi que parce que ma réalité économique était la suivante, il fallait aussi que j'aide mes parents, parce que la condition économique de mes parents ne changeait pas. Elle est restée la même. Ils vivaient toujours dans une forme de précarité. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais la belle vie en tant que Miss France. Non. Très vite, moi, j'ai eu conscience de ça. C'est que chaque sou que j'allais gagner, il y a une partie qui allait bénéficier à mes parents et à leur stabilité, à leur confort. J'ai acheté la maison de mes parents. Ouais. Et ça a été ma plus grande fierté, de me dire que mon travail avait contribué à ça, à leur offrir une vie plus pérenne et puis une retraite plus sereine. Est-ce que votre corps, votre visage, ce que vous représentez vous a aidé énormément? Et comme nous tous, vous allez vieillir. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de ça? Et est-ce que c'est encore plus dur pour vous que pour les autres? Parce que vous représentez quelque chose. Oui, c'est vrai que quand on a des métiers d'image, ça peut être compliqué. Il faut apprendre en fait à faire la paix avec ça. Moi je dis ça parce que je suis encore dans un âge où je me tolère encore à l'image, mais je ne sais pas comment ça sera plus tard. Ce que je sais, c'est que j'ai créé l'environnement autour de moi pour pouvoir accepter cet âge et le vivre avec une certaine forme de sérénité, l'accueillir. Comme j'accueille tous les événements de ma vie, hein, qu'ils soient négatifs ou positifs, je les accueille. Ouais, j'ai envie de vieillir et puis grandir encore un peu parce que je suis pas tout à fait finie de grandir. Mais en tout cas, j'ai envie de vieillir sereinement. C'est sûr que c'est un métier. En fait, notre métier, où le fait d'être exposé nous fragilise vachement. Mais on a deux choix dans la vie. Soit on finit un peu plus régulièrement chez le psy parce qu'on n'arrive pas à assumer cette vie, ce vieillissement, cette vie, enfin j'en sais rien. Soit on se dit, on fait la paix avec dès maintenant, et puis on se dit, bon bah voilà, quand les rides vont arriver, faut les laisser s'exprimer, et puis peut-être tendre vers autre chose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la paix. C'est aussi parce que je me suis dit, à mon jeune âge, j'ai été exposée, mais de manière très fulgurante.
très violente, même très brutale, on va dire. Miss France, c'est pas rien dans la vie d'une personne. D'un seul coup, vous devenez la petite fiancée des Français, la petite fille des Français, tout le monde, vous appartenez à tout le monde. Et comment trouver son identité quand on appartient à autant de monde? On cultive son intériorité, on travaille un peu plus son univers. Et c'est aussi ce pourquoi j'ai toujours mis une barrière entre... moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment deux personnalités, la personnalité publique et la personnalité dans ma vie privée. Est-ce que vous avez encore des injonctions? J'imagine que vous devez peut-être les ressentir sur les réseaux sociaux, à pas vieillir, à faire des photos comme ci, comme ça. Les réseaux sociaux, s'il y a bien un monde qui vous rappelle que vous vieillissez, c'est bien celui-là. Moi, je me souviens je me souviens d'un internaute hyper haineux, et quand j'ai regardé son profil, je me dis il est quand même gonflé le gars de dire que j'ai pris un coup de pelle dans la gueule. Ça a été ses propos. Il a dit ah non mais Sonia Rolland a vraiment pris un coup de pelle dans la gueule. Je suis allée sur le profil du gars, je vois sa tronche et je me dis non, il est gonflé ou alors il était bourré ce jour-là, mais il a pas énormément de recul sur lui-même le gars. Ça vous énerve ou pas? Non, je trouve ça étonnant. Non, mais je m'énerve plus pour ces trucs-là. J'aurais 18 ans. Ah ouais. J'aurais même été répondre à ce mec. Connard. Oui. Connard, ouais. Mais non, s'il fallait que je réponde à tous les haters, j'en finirais pas. Pour Miss France. J'en ai pas tant que ça en fait. Non. Non, j'en ai pas tant que ça. Parce que je les provoque pas. Ouais. Et puis sinon, je leur réponds de la manière la plus douce. Ouais. Miss France, tout à l'heure, au début de l'émission, vous m'avez dit je suis pas sûr que toutes les évolutions auraient plu à Madame de Fontenay. Quoi, par exemple? Je crois qu'on a ouvert l'élection à... On a ouvert l'élection je crois qu'il n'y a plus de limite d'âge. Il y a la possibilité, si on est transgenre, de se présenter à l'élection de Miss France. Et tout ça, c'est des choses qui, à mon avis, auraient un peu fait sursauter Geneviève, à la fin de sa vie surtout. Parce qu'avant, moi j'ai souvenir d'une Geneviève qui, comme elle était au contact de la jeunesse, elle évoluait avec cette jeunesse. Et du coup, elle pouvait dire des énormités, et nous on l'a freinée, on lui disait mais non Geneviève, c'est pas comme ça que ça se passe, aujourd'hui c'est comme ça. Et elle avait un regard tendre sur nous qui faisait que son regard évoluait aussi avec son époque. Et Geneviève, dès lors qu'elle s'est éloignée de Miss France, malheureusement parce que les choix qu'ils ont faits, les uns et les autres, elle n'était plus au contact de cette jeunesse et elle s'est fait finalement avoir par la solitude et puis par ce lot parfois de frustration, d'incertitude, d'amertume qui vient avec l'âge aussi. Et vous, ces évolutions, vous en pensez quoi? Moi, franchement, je pense que Miss France évolue avec son époque et tant mieux. Maintenant, après... C'est parce que cette question d'une possible personnalité transgenre clive. Ah bah, clive énormément. Et on demande à tout le monde de se prononcer. Ouais, oui, non. Alors moi, clairement, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je me dis... C'est un peu facile comme réponse. Vous savez que c'est la question sensible. Non, parce que c'est pas une question sensible pour moi parce que je suis très ouverte. Moi, je suis vraiment gay-friendly à mort et LGBT. Non, mais vraiment, il n'y a pas de question qui se pose. C'est juste... je sais qu'il y a une chose importante. C'est que, par exemple, les Miss n'ont pas le droit à la chirurgie esthétique. Oui. Alors, est-ce que tous les transgenres n'ont pas accès à la chirurgie esthétique? Par exemple, pour transformer, je ne sais pas, le nez, la bouche, Est-ce que du coup, ça ne devient pas une concurrence déloyale à un certain endroit? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça se questionne tout ça. Okay. Du coup, j'arrive pas à avoir d'avis. Ouais. Parce que moi, je suis très heureuse que ça soit ouvert aux transgenres parce que ce sont des femmes. Elles sont, leur identité est féminine. Voilà, aujourd'hui, ce sont des femmes dans la société française. Donc, pourquoi ne pas leur ouvrir cette possibilité? Mais du coup, est-ce que ça ne devient pas de la concurrence déloyale parce qu'elles ont accès à la chirurgie esthétique et pas les autres? Voilà, la seule question que je pose. D'ailleurs, vous êtes sûr qu'aucune ne fait de la chirurgie? Qui? Dans les Miss actuelles. Ah ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que c'est interdit. Hein. Oui, non, mais je vois bien que c'est interdit, mais moi, je n'arrive pas à bien avoir. On me dit souvent, mais tu vois pas là. Moi, et on me dit, et honnêtement, j'ai regardé votre élection, enfin et les élections récentes, j'ai l'impression que vous n'avez pas la même tête, quoi. Ah ouais? Moi? Non, toutes. Toutes, mais déjà on évolue, on vieillit. Moi je me suis creusée avec l'âge. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la même tête. Les Miss des années 2000 n'ont pas la même tête que les années 2025.
tellement pas, mais je crois que vraiment les morphotypes changent aussi. Hein. Je crois mais que... il n'y a pas un petit... Ah peut-être, alors ça, Non, je sais mais rien. dis-moi, Moi en tout cas, à notre honnêtement. époque, on n'avait pas le droit. Oui, mais honnêtement, maintenant. Non, Vous ça pensez je pas sais. qu'il y a des petits coups de... Vous pensez Est-ce que vous regardez tous les Alors jours non, mais je crois qu'ils ont le droit à la chirurgie Réparatrice. Oui, mais pour recoller les oreilles et tout, bon, ça on ne sait pas, mais on Ouais. voit qu'il y a quand même des lèvres. Non, Alors moi, je suis pas sûre hein, qu'elles aient le droit à la chirurgie esthétique. non mais qu'elles n'aient pas le droit, ça c'est sûr, mais Qu'il y en qu'elles ait le fassent pas. J'en sais rien, Mais si, demandez-leur. vous savez. Non, vraiment, je vous assure, Ouais. je sais pas du tout. Ah non, non, mais alors là... Vous Ou êtes alors plus je suis vraiment complètement dedans et naïve. tout. Hein. Ah oui. Ah bah, ou alors je suis vraiment naïve. Est-ce qu'il y a un petit corporatisme entre Miss? Dès qu'on a été Miss, on touche plus à Miss France, on Bon, protège. non, parce que quand il y en a une qui fait des conneries, on le dit. Ah ouais. Quand il y en a une qui déconne, on le dit. Mais on le dit entre nous. Ouais. On Ah lave oui, notre voilà. linge sale entre nous. Et voilà, vous le dites pas là devant la caméra. Bah non, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller Ouais. mettre à mal... parce qu'il faut quand même partir du postulat que certaines sont élues très jeunes, elles font des erreurs, mais qui sont en lien avec cette jeunesse et on ne va pas non plus les condamner. Enfin, moi, si j'avais eu les réseaux sociaux à l'époque de mon élection, mais peut-être que je serais carbonisée. Enfin, j'étais tellement révoltée, tellement... Moi, j'ai une blessure d'injustice, donc dès qu'il y a une injustice quelque part, mais je deviens folle. Donc je me suis calmée avec le temps, aussi avec la sagesse de la mère que je suis devenue. Mais à l'époque, vous m'auriez mis les réseaux sociaux, je serais devenue tarée. Hein. Ah ouais. Et puis alors, j'aurais été carbonisée, c'est sûr. Moi, je ne sais même pas comment elles font, les filles, aujourd'hui, pour avoir autant de recul, quoi. Ou alors, c'est peut-être parce que j'avais une âme tout de suite très engagée, je ne sais pas. Je voulais finir avec cette question, cette question de la vie privée. Ouais. Vous me dites oui, je la protège, mais en même temps, vous en parlez. Oui, j'en parle. Mais je donne pas tout, Non. tous les détails de ma vie privée. Alors, parce que la grande info, c'est que vous êtes marié. Oui, je suis mariée. Mais ça, c'est pas rue dans Paris Match, donc Oui. je serais quand même assez malhonnête de dire que que j'en ai pas parlé, quoi. Ouais. Mais non, l'histoire est quand même drôle. Parce que Pourquoi vous êtes marié avec quelqu'un qui vous connaissiez Depuis 20 ans, ouais. Ah oui, bah, Guillaume, mon mari, on se connaît depuis 20 ans. On a été comédiens, lui et moi, sur Léa Parker, que je citais tout à l'heure, la première série dans laquelle j'ai joué. Et on s'est rencontrés, lui il jouait avec moi, on était potes, on est devenus un peu amoureux. Et puis après, certainement parce qu'il manquait de maturité à l'époque, Ah, c'est de sa faute? oui, c'est de sa faute. On s'est retrouvés plus tard. Ah oui, mais presque quoi, 20 ans 15 ans Et, On est restés amis pendant toutes ces années quand même. Hein. et comment, d'un seul coup, on arrive à repasser, enfin ça me paraît improbable. Eh bien, la maturité. Parce ouais. qu'elle opère très Oui, mais tard chez les d'accord, hommes. mais il faut qu'il y ait un déclic, un moment où en fait on a pris un verre et Non, mais comme en fait- d'habitude entre copains et en fait non. Mais je crois qu'il y a toujours eu ce truc entre nous, mais qui est devenu une évidence à un moment. En fait, c'est une question de timing. Je pense que pendant des années, on n'était pas dans le bon timing tous les deux. Bon, bah voilà, lui il était pris, moi j'étais prise. Et on s'est retrouvés. Est-ce que ça vous étonne? Ça vous a étonné? Ça De vous a moi, non, de parce vous. que je suis téméraire. Mais de lui, oui. Parce que je pensais pas du tout qu'un jour il révélerait sa flamme comme ça, voilà. Ah ouais. Mhm. Et après, je vous embête plus là-dessus. Pourquoi se marier alors que vous avez eu des enfants sans vous marier? Là, c'est la première fois que vous vous mariez vraiment? Ouais, c'est la première fois que je me marie parce que c'est la première fois que je me sentais prête. Alors je me dis qu'il est jamais trop tard hein, pour arriver à maturité, mais je me dis qu'à 40 ans, ça y est, je suis prête à me dire, parce que c'est une question très importante. Est-ce que je vieillirai avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie? C'est pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui, avec lui, je peux vieillir toute ma d'accord. vie avec lui. Ouais. Parce qu'il y a deux écoles pour les personnalités publiques. Soit je tais tout, Ouais. je cache tout, je verrouille tout, Ouais. soit j'en parle pour que finalement ce soit plus très croustillant et qu'on vienne moins m'emmerder. Bah, il y a un peu des deux. Ouais. Bah, j'en garde évidemment quand même une grosse partie. Hein. Moi, ce que, Oui, non, mais bien ce que je sûr. vous raconte, c'est un peu finalement ce que j'ai déjà un petit peu révélé, disons. Mais non, je pense qu'il faut savoir un peu donner, mais garder beaucoup. Ce sera la phrase pour clore la partie vie privée là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sophia. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. On Avec finit chez Joséphine Becker. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, et alors, 18...
Le 18 novembre sur France 2, retrouvez-moi sur Notre Histoire de France. Je vais vous raconter l'histoire comme vous l'avez jamais entendue. Et il y a des objectifs d'audience et tout? Ça. Vous en moquez? Ah bah non, mais complètement. Ah moi, oui. si j'étais animée que par ça, je ferais même pas. J'en sais rien. Oui, j'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va toucher une grande audience. J'espère qu'on va toucher un maximum de gens. Parce que de toute façon, il s'agit de l'histoire de France et qu'on a envie que les Français connaissent leur histoire. C'est tout. Bien sûr. Bien absolument. sûr. Et après, les projets? Alors, j'ai plein de projets. Je viens de tourner dans un film qui s'appelle Crime à Cluny, qui va sortir sur France 2, France 3. Crime à Cluny. Ah, c'est vrai? Dans ma ville. Non, oui. c'est fait autour de vous. Non, en fait, j'ai tourné un film à mon initiative avec des auteurs que j'adore, Eric et Yvan. On a tourné, Eric Eder et Yvan Tietre, on a tourné un film à Cluny dans ma ville d'adolescence. Ouais, je suis trop contente. Ah, c'est génial. Ouais. Ok, et ça, on pourra le voir où? Ça, on pourra le voir sur France 3. Et j'ai un film qui s'appelle Kwibuka, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Jonas Dadeski. Donc ça, c'est je partage l'affiche, voilà, exactement, avec Jean-Hugues Anglade. Et ce film, c'est un long métrage qui sortira l'année prochaine, j'espère.